Et je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous googlisez Gary Oldman, si vous oubliez le R, vous n'avez pas du tout le même résultat. Attends, répète, le Oldman, si on enlève le R. Si tu tapes Gary Oldman, mais que tu oublies le R, ça fait Gay Oldman. Bah oui, non mais non. C'est vraiment juste ça, quoi. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous pour un nouveau numéro de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Eh oui, and I'm back, soy de retorno. Et pour les présentations d'aujourd'hui, nous allons commencer par nos demoiselles, car nous avons deux demoiselles avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est même la première fois que ça se passe. C'est un truc de dingue, je suis tout émoustillé. Sous ces airs de fleurs qui respirent la prose, se cachent des épines prêtes à écharper ceux qui à elles s'opposent. Oui. Si Aliette était un film sur les relations de couple, elle serait La Guerre des Roses. Oh, Mais je l'ai pas vu. Elle ne l'a toujours pas vu. Ah, mais bah, ni sorry. l'original, ni le remake. Donc, Oh là là, rien de rien. Sorry. C'est le comeback. Et avec nous pour la première fois, au blind test, elle met tout le monde à l'amende. Son prénom est une invitation à la danse qu'on redemande. Oh. Si Eve était un film sur les relations de couple, elle serait La La Land. Coucou et bienvenue à toi. Bah ouais, c'est ta première fois. Merci. Ça va bien Content de participer. Grande fan du podcast. Eh ben on espère que ça restera comme ça. En face, et malheureusement toujours là, il met les pieds dans le plat avec son humour gaulois et plutôt rock. Tu dis souvent que je mets les pieds dans le plat. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce que t'en as encore deux là sous les pieds. Là. Il n'a pas sa langue dans sa poche et ne répond jamais mais rétorque. Si Norbert était un film sur les relations de couple, il serait Two Days in New York. Oui, que j'ai bien aimé de Julie Delpy, Exactement. avec Chris Rock et tout, qui est la suite d'un film que j'avais pas aimé, que Two Days in Paris. Oui, ça va, j'ai bien. Bonjour, bienvenue à tous. T'as vu, je t'ai fait un petit plaisir. Ah J'ai oui, mis un film que t'aimais bien. Ah, on se met bien. Et enfin, il aime le cinéma et le foot aussi, mais pas trop. Un humour un peu nul, mais assumé et rigolo. J'ai peur pour le film là. Si César était un film sur les relations de couple, il serait Delphine 1, Yvan 0. Oh là là là. Alors, je l'ai vu qu'une fois, j'avais 13 ans, mais il me semble qu'il était pas foufou ce film. Ouais, Dominique Farrugia. Bah oui. Tout, avec Thierry Roland qui commente une relation de couple, c'est génial. Enfin, génial. Ouais. Oui, c'est un film. Mais écoute, apparemment, il est en 24 images par seconde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Bonjour, bienvenue à tous. Ça faisait, je crois, 3 semaines qu'on n'est pas enregistré. Et malheureusement pour nous, il y a une personne qui manque à l'appel aujourd'hui. C'est la personne de Mathieu, voilà, qui n'est pas disponible avec nous aujourd'hui, mais qui a tenu à nous laisser un petit message qu'on va écouter tout de suite. Salut les nulos. Bon, je vous enregistre ce petit message depuis les toilettes d'un TGV et je peux vous dire que ce que je vois là a à peu près la même forme et la même odeur que les avis de Norbert sur les films. Comme vous l'aurez compris, je peux pas être là aujourd'hui. D'ailleurs, les audiences risquent d'être catastrophiques, mais bon, après vraiment, ça vous gêne pas de saboter notre travail, donc voilà. En plus, les invités, c'est une catastrophe. Bon, ça doit être une histoire de quota, j'imagine, mais bon, voilà, c'est de la charité, hein, à ce niveau-là. Pour vous, les auditeurs, n'hésitez pas à ne pas écouter cet épisode. De toute façon, vous perdrez rien. Allumez la télé, mettez CNews, ça sera pareil. Et n'hésitez pas à attendre que je revienne pour écouter le podcast. Voilà, à plus, ciao. Il est prêt à mettre en péril son propre podcast. Ah, mais carrément, alors lui, il a aucun honneur, hein, sérieux. Lui, il est pas là, personne ne doit l'être. Moi, je sais pas, ça sent le seum, il a l'air dépressif. Bah, quand tu commences à parler dans les toilettes d'un TGV, Ouais. je pense que le mec qui était après allait dire mais qu'est-ce qu'il a fait là-dedans. Surtout, t'imagines le gars qui attend à côté, qui entend le gars en train de faire son vocal, qui dit mais oh Il va pisser, putain. Tu fais caca et tu dis de regarder ces news, c'est quand même bizarre. Bon, et avec tout ça, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, on va commencer par une news qui, je sais, va faire du bien que à César, parce que je crois qu'il y a que César qui a vu ce film, qui a vu le premier film. David Lynch est pas mort? Non, en fait, il a ressuscité. Non, c'est Spaceball. On avait parlé du fait qu'il devait faire une suite à ce film. Ah ouais? Et bah, c'est bon, ils ont annoncé une date de sortie. Ça sortira l'année prochaine, en 2027. Oh, trop bien. Et ça raconte quoi? Spaceball, bah, qu'est-ce que ça raconte, César? Spaceball, c'est une parodie. C'est une parodie satirique de La Guerre des Étoiles, Star Voilà. Wars, qui était fait à l'origine par Mel Brooks. Et du coup, c'était un peu n'importe quoi. T'avais pas Jabba the Hutt, mais t'avais Pizza the Hutt. C'était l'acteur qui faisait Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui était Dark Vador, mais qui était asthmatique. C'est pour ça qu'il faisait c'est le vieux. Enfin, tu vois, c'était que des blagues. C'était alors, pour les jeunes qui le regardent, c'est le Scary Movie avant l'heure. Et voilà, c'était une première grosse parodie. Bien C'est du Mel lourd, Brooks. On en avait déjà parlé, mais je crois que la meilleure vanne du film, c'était vraiment passer ce désert au peigne fin, et tu vois un énorme peigne qui passe sur le désert comme ça. Ok, je vois le genre. Voilà, c'est très bien. Et donc voilà, cette suite, toujours écrite par Mel Brooks, va être. Je crois qu'elle a fini d'être écrite et elle va tourner donc
va sortir l'année prochaine. Mais écrite, mais pas réalisée par Monsieur Brooks. Ah bah non. j'imagine. À côté, alors on a déjà parlé de Paramount, voilà, toute l'affaire Paramount, Warner et Netflix. Encore. On va pas parler d'eux, Non, c'est bon, s'il je pense vous qu'on plaît. va clore ce sujet-là. Merci. Mais on va parler encore une fois d'une grande firme américaine en la présence de Sony qui a annoncé un grand plan de licenciement il y a pas longtemps. Parce que je sais pas si vous savez, mais Sony niveau film, c'est quand même pas foufou. Bah, à part Spider-Man, ils ont quoi? Spider-Man, c'est même pas eux parce qu'en fait ils ont Je savais loué. même pas en fait- qu'ils faisaient des films. Ah, ils font des films, mais par contre des films assez catastrophiques. Mais Spider-Man, c'est encore un cas particulier parce qu'en fait, les droits leur appartiennent et ils louent, si on peut dire, les droits à Marvel. Et en fait, ils ont fait un deal mais énorme parce qu'en fait, non seulement Marvel paye pour emprunter la licence Spider-Man et faire des films, mais tout ce qu'ils rapportent comme argent, ils doivent le diviser par 2 et en donner la moitié à Sony. Donc vraiment, eux, ils ont un deal, mais un truc de ouf. J'avoue. Par contre, Sony, dès qu'ils font des films, la saga des Spider-Man 3, c'était quand même pas foufou. Ils avaient fait aussi tout le truc de Venom ou de Morbius, que des chefs-d'œuvre incomparables. Et dernièrement, on s'est un peu rappelé d'eux, parce qu'à la base, c'était eux qui avaient commencé le développement de K-pop Demon Hunters, avant de se dire, bon, ce film n'ira nulle part, Mais on non, revend les c'était droits. Oui. Mais non. C'était Oh eux là qui là, avaient les dit, gogoles. on revend les droits à Netflix, de toute façon, ce film n'ira nulle part. Bon, c'est... Ah, mais ils ont le nez creux, hein, tu vois. Faut changer la personne qui se charge des projets, là, ça va pas. hein. Je crois qu'ils ont annoncé... Ils l'ont viré, c'est bon. Non, mais à côté, le plan de licenciement parle quand même de 12 000 employés qui vont être licenciés. Ah bah la personne est dedans, du coup. Non, je pense pas, malheureusement. Quel enfer. Donc, les films Sony, toi, t'as un rapport par rapport à eux Non, mais vous avez pas un petit listing? Parce que moi, ça me parle pas. Je te dis, hormis Ouais. Spider-Man dans les catastrophes comme ça. Le film Sony, c'est avec le petit hérisson bleu, là. Ouais, voilà, exactement, ouais. Alors dans l'article, ils disent que le seul point où ils s'en sortent un petit peu, c'est dans l'utilisation des licences pour faire des séries, à savoir Last of Us et God of War, The Boys, ce genre de trucs. Mais même Ghostbusters, tu vois, c'est cité, le dernier Ghostbusters, il s'est un peu planté, quoi. En Mais plus, il était naze. C'est Sony, ça, comme C'est série Sony, ouais. C'est Ok. c'est des licences qui appartiennent à Sony. Dont ils Last of louent Us, c'est comme les c'est droits, développé du coup. sur PlayStation, donc Ok. forcément, ça appartient à Sony. C'est Ah oui, mais j'ai eux pas pensé comme ça. qui ont vendu les droits pour, Ok. pour HBO, parce que c'est HBO qui fait la série Last of Us. Ok. Donc globalement, ils s'en sortent un peu comme ça, mais c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Bah, tu m'étonnes. Bullet Train, c'est Sony, j'ai l'impression. Ah ouais, Bullet Train, mais c'est marrant que tu sortes ce film. Hein, c'est... Ouais, j'aime bien. Oui, non, mais il est sympa, oui, c'est C'est sûr. rigolo. Brad Pitt en tueur à gage dans un train à grande vitesse, un peu comme Mathieu dans un TGV, mais là avec de l'action et du beau gosse. Pour quelqu'un qui n'est pas là, Et on pas fait un quand même mec qui a souvent un- référence. hein. C'est pas un mec qui a un somme immense et qui est dans les chiottes, quoi, tu vois. À côté, on a eu un réalisateur qui a annoncé que son prochain film d'horreur, c'est un mec qui a beaucoup fait des films d'horreur, il y revient, et il va tourner son prochain film d'horreur en VHSC. Est-ce que tu te rappelles, César, ce que sont les VHSC? Les VHS, c'est very haute saloperie. Alors le côté C, je sais plus, c'est compact ou c'est. Ouais, en fait, c'était ça, parce que tu sais, il y avait des caméras qui tournaient dans des toutes petites cassettes, qui Ouais, après c'est- tu mettais dans un adaptateur Ouais, c'est une qui sorte donnait de une cassette grosse- VHS que tu pouvais mettre dans le magnétoscope Oui, pour regarder je vois. des Une images. sorte de grosse HI8. Un peu, oui. Voilà, les HI8, ça parle à tout le monde. Et donc, son prochain film d'horreur, il va le tourner dans ce format-là. Alors déjà, il a dû préciser Alors du coup, que... c'est qui? C'est Peter Jackson? Non, c'est James Kulak Bredsack. Je le connaissais pas Ah, plus ok, que ça, d'accord. mais il a quand même fait quelques films d'horreur à son actif. Bah, il a quand même un nom qui s'appelle Cul-de-sac, donc. Non, voilà. Bredsack. Mais ce qui est drôle, c'est que comme il a annoncé que, en fait, c'est une cassette qui est plus du tout commercialisée depuis au moins, je crois, presque 30 ans. Il a dit que déjà, il avait dû en trouver. Il en avait acheté une trentaine pour, je crois, $5 000. Mais ouais. Et en plus, c'est une qualité, oui, tu l'as dit, c'est une qualité un peu immonde, dégueulasse quand même. Ouais, c'est clair. Du coup, j'attends de voir ce qu'il veut faire, quoi, comme un rec, on va dire. Ouais, comme je un pense. Blair Witch ou. Ouais, ou comme un, Paranormal Activity. Ouais. Je sais pas, peut-être. Là, ils ont voulu donner un effet, mais il n'y a pas de. Ou alors, oui, ils avaient un petit budget, donc en fait, ils sont partis sur Ah oui, un truc, dans les Paranormal trouvé dans un Activity, garage. Mais il y avait quasiment pas de budget. Je crois que c'était un film qui a été tourné pour $15 000, un truc comme Oui, ça. oui, Non, mais c'est c'est un pour peu ça. comme si tu voyais les caméras de sécurité de la maison, donc tu vois pas grand chose en fait sur les caméras de sécurité. Ouais. Ouais, mais pour moi, c'était plus un effet. C'était pas, ils ont pas essayé de faire quelque chose de chiadé en mode je vais être artiste, je vais acheter Ah non, des mais c'est caméras. comme là, faut voir où ça va, parce que tu sais, si tu tournes ça dans une cassette VHSC, mais qu'après tu le fais passer dans un scan hyper HD et tout, il y a moyen de gommer pas mal des défauts de la pellicule, donc enfin de la pellicule. Non, mais ça me fait penser aux gens qui avaient passé. Alors, je sais plus comment ils sont démerdés, mais ils avaient passé la série Stranger Things sur des télés cathodiques. Et du coup, oui. apparemment, Oui, mais mais ça ça, passait bien, quoi. Ouais, mais ça, là, je il n'y a pense pas que c'est d'effet, juste un- effectivement. Oui, voilà, je pense que c'est juste un effet de style.
À côté, la productrice de Avatar 4 et 5, parce qu'ils essaient de le mettre en budget pour pouvoir les faire au même moment, parce que Avatar 2 et 3 avaient été tournés comme un seul bloc et tout. Il a essayé de faire la même chose avec le 4 et 5. Et encore une fois, elle explique que c'est pas facile à financer ces films-là, parce que ça coûte un paquet monstre de pognon. Mais non, incroyable. Ça rapporte à chaque fois, je comprends pas les gens. Mais là, bizarre. Attends, on avait vu le 3. Le 3 finalement a fait des bons scores ou pas? Parce que c'était la question, c'est que des pas scores, mais autant moins bien que le 2. Oui, je crois sérieux qu'il a rapporté 500 millions ou 500 millions de moins que le 2. Okay. Oui, mais il a rapporté de l'argent. Oui, là, parce qu'il a dépassé le milliard. Il a rapporté plus qu'il n'a coûté, donc il y a un moment, c'est un investissement. Globalement, oui. Ouais. D'ailleurs, écoutez l'épisode que nous avons fait sur le 3e. On avait dit c'est bien, voilà. Moi, j'avais bien aimé. Toi, t'avais préféré, t'avais dit c'est le meilleur, je crois. Pas tous peut-être pas au 1, mais par rapport au 2, ouais. Et là, la productrice a dit que globalement, là où c'est pas que ça pose problème, mais c'est là où il faut vraiment réfléchir, c'est dans le coût des effets spéciaux. Ils regardent s'ils doivent créer un nouveau moteur ou quoi, ou s'ils restent sur le même. Bon, bref, c'est des questions qui sont en train de se poser. Maintenant, on va parler de deux gros dossiers. On va commencer par Dune, parce que je sais pas si tu as vu, mais voilà, Dune qui va sortir à la fin de l'année. Il y a beaucoup de débats en ce moment, parce qu'il faut savoir que donc c'est un film qui a été quasiment, je crois, ou c'est pas totalement, mais c'est pas totalement, c'est quasiment entièrement tourné en IMAX. Sauf que, on a quasiment aucune salle. Je crois qu'on a aucune salle en France qui diffuse du vrai IMAX. On a celle à Montpellier. Attends, de toute façon, hormis Mathieu qui regarde en IMAX, qui regarde en IMAX. Mais même la seule salle qui est en IMAX, c'est à Montpellier. C'est même pas du vrai IMAX parce que c'est une projection laser, alors que l'IMAX, c'est censé être une pellicule de 70 mm projetée sur un écran. La seule, je crois que la salle le plus proche de chez nous, c'est celle qui est à Londres. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en train de se dire, super, les 3/4 des gens, les 90% des gens ne vont pas voir ce qu'a voulu montrer le réalisateur de Dune. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait créer une salle à IMAX en France. Je sais pas, à Paris, tu fous ça. Ouais, j'étais persuadé qu'il y en avait une à Paris. Oui, moi aussi. Non, il y en a zéro. Je vous dis, la seule salle qui existe en France, c'est à Montpellier. Et alors, pourquoi Montpellier? Je n'en ai aucune idée. Peut-être, c'est un peu comme, tu sais, le Puy du Fou ou certains trucs, c'est un peu l'attraction de la région. C'est pour appâter le chaland. Ouais, mais à Puy du Fou, je comprends, parce qu'il faut faire ça dans une forêt. Tu peux pas faire ça à Paris, mais... je sais pas, il y a la place à Montpellier et pas à Paris. Ouais, surtout que j'ai vu des arguments qui disaient, parce que c'est une question de coût, effectivement, quand tu vas avoir une projection IMAX, je crois que c'est peut-être 35 ou 40 $ la place, c'est vraiment extrêmement cher. Et pourquoi c'est aussi cher? Parce que c'est une technologie parce qu'il spéciale. te jette du sable, il faut faire venir le verre des sables qui doit danser au milieu de la pièce. C'est pas du 4DX. Non, parce que le 70 mm, c'est une pellicule qui est plus grande. Alors déjà, il faut le projeter vraiment et ça demande des personnes qui soient formées. En plus, c'est un écran qui fait presque la taille d'un terrain de foot, je crois. C'est un truc énorme, l'IMAX. Terrain de foot, je sais pas, oui, mais c'est très grand. Après, moi, j'y connais pas assez dans les techniques de diffusion là, mais je me dis, tant que tu conserves le format original et que tu l'adaptes à ton écran, je pense pas que tu vas rater grand chose. On va dire que 99% du croquant moyen, il va pas voir la différence. Donc moi, le côté devoir respecter la volonté du réalisateur, je pense que c'est pas la peine. Et pour les 2-3, les quelques salles dans le monde où les gens vont pouvoir le voir en IMAX native, là au moins t'en auras pour ton argent peut-être. Mais je pense qu'on va pas perdre grand-chose à le diffuser dans des salles habituelles. C'est vrai que c'était déjà le cas du deuxième, qui avait beaucoup de séquences filmées en IMAX et que nous on avait vu en scope. J'ai pas l'impression d'être passé à côté du message de Dune qui est suivre des fous qui ont une guerre idéologique. C'est pas fou. Il y a plein de verres des sables sur les côtés que tu vois pas. Mais comment ça se fait? Parce qu'aux États-Unis, ils ont tous des salles en IMAX ou non, je crois qu'en tout, dans tout le monde, doit avoir une quinzaine, 17 salles en IMAX. C'est vraiment quand même. Mais quand même le réalisateur, il veut faire un film que pour 17 salles ou... Peut-être qu'il possède un cinéma IMAX. Et du coup, il dit, je sais comment relancer le business. Okay. En plus, les caméras IMAX, je sais pas si t'as vu ça, mais c'est des gros monstres énormes. Et en plus, généralement, quand tu tournes proche d'un acteur, tu peux pas utiliser le dialogue de l'acteur parce que ça fait un bruit monstre en tournant. Donc, si jamais tu captes un dialogue, sache que tu vas devoir tout réenregistrer en non, c'est pas vrai. Parce que au pire, va sur YouTube, tu regardes les caméras IMAX tourner. Même quand t'es à 50 mètres, tu l'entends tourner la caméra. C'est comme avec le jardinier qui est en train de passer la tour de... Non, mais c'était Christopher Nolan qui avait dit un truc genre, moi, je m'en fous, c'est ce qui compte, c'est la qualité de l'image et tout, quoi. Quel argument, Aliette? C'est sûr de toi? Franchement, j'aurais pas dit mieux. Ça fait tellement péteux, genre non, mais moi, ce qui compte, c'est la qualité. Non, c'est peut-être l'attractivité, le fait que les gens puissent regarder ton film et s'intéressent à ce que tu proposes. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon, quand t'as l'argent et le budget pour le faire, pourquoi tu t'en cacherais? Voilà, et puis il y a beaucoup de réalisateurs qui mettent l'image au devant de tout. Même les réalisateurs italiens qui étaient tellement à fond dans l'image, qui prenaient la scène qui leur correspondait le mieux d'un point de vue mouvement, et après refaisait le son en post-prod. Oui, c'était mais dégueulasse, mais à l'époque c'était genre non, parce que t'as l'énergie de l'acteur qui est là, t'as la lumière qui est là, t'as tout, c'est pas grave, le son était pas top, on refera en post-prod. Et aujourd'hui c'est un peu une ennemie, on a besoin des deux qui soient
balancé, qu'il soit. On a atteint un tel point que oui, effectivement, t'attends que la qualité sonore soit égale à la qualité visuelle et que ce soit un vrai ensemble. C'est sûr que si tu regardes un super beau film, mais que le mec, quand il parle, t'entends pas la moitié ou t'as l'impression qu'il parle dans sa manche. Non, mais ça va être peine. redoublé en post-prod, donc ça, tu l'entendras pas au moment où tu regardes le film. Oui, mais je suis d'accord que sur le lip sync ou certains trucs, peut-être, je serais peut-être un peu chiante, ça peut te sortir vite fait du film. De toute façon, globalement, des dialogues qui sont refaits en post-synchro, même sans IMAX, ça se refait extrêmement souvent. Hein, pour peu qu'il y ait un peu de vent, une galère ou quoi. Et à côté, il y a une exposition qui s'ouvre autour de Marilyn Monroe, parce que si Marilyn Monroe était toujours en vie, elle aurait eu 100 ans cette année. Pour cet événement, et la Cinémathèque française fait une rétrospective de plusieurs films de Marilyn Monroe. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films avec Marilyn Monroe. Je crois qu'on n'a pas fait. Si, je crois qu'on en a quand même fait une vingtaine, une trentaine, parce qu'elle est décédée, je crois, à l'âge de 37 ans, un truc comme ça. Vous avez des films que vous aimez bien avec Marilyn Monroe? Certains l'aiment chaud. Ouais, certains l'aiment chaud, c'est un classique. Certains l'aiment chaud, milliardaire. Moi, j'aime bien les hommes préfèrent les. Brune, blonde, non. toutes. Celui sur le bateau. Ouais, c'est Les hommes préfèrent les blondes. Voilà, le film musical d'Howard Hawks. Ouais, je l'aime bien, ce film. Comment épouser un milliardaire ou un millionnaire. Ouais, lui, il est bien. Il était sympa. J'aimais bien. 7 ans de réflexion, voilà, je crois que c'est un des rares que j'ai pas trop aimé, que j'ai trouvé assez un peu vulgose. Un peu long. C'est long, 7 ans. Voilà, donc je sais pas. Si vous voulez participer, si vous êtes sur Paris, que vous voulez participer à cette rétrospective, n'hésitez pas. Parce que c'est toujours sympa. Elle se fait Cinémathèque, non? À la Cinémathèque française, ouais, c'est ça. Et pour finir, avez-vous entendu parler du CNC Talent? Parce que c'était le gros débat depuis 2 semaines là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, le CNC Talent, c'est une branche du CNC qui essaie de donner des aides aux créateurs du web pour faire courts-métrages, documentaires, propositions, enfin voilà. Et ils sont un peu dans la sauce depuis quelques semaines à cause d'une streameuse du nom de Ultia, qui en fait était nouvellement nommée à la commission des membres du jury, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le jury, que ce soit CNC Talent ou le CNC tout court, c'est qu'ils réunissent un jury, il y a des projets qui sont proposés et on alloue ou pas une aide et tout. Faut savoir que le CNC Talent, déjà, il y a des plafonds d'aide. Hein. C'est pas parce que j'ai vu des trucs de n'importe quoi, des conneries sorties. Style, il y a 120 000 euros d'aide. L'aide est plafonnée à 50 000. Hein. C'est 50 000 max, tu vois, que tu peux obtenir. Et en fait, cette meuf a déclaré que, en fait, si c'était un gars d'extrême droite qui venait proposer un projet, elle disait non, tout court. Voilà. Et pour ça, elle s'est pris une sauce par extrême droite. Le CNC Talent l'a viré in medias res. Et là, on vient d'apprendre que le CNC Talent a suspendu toutes ses commissions. Ah bon? Ouais. C'est tout frais comme news. Le temps de réfléchir et tout. À comment de faire le ménage parmi les gauchos, c'est ça? C'est un peu ça. Mais moi, je suis très déçu. Je me dis, putain, mais encore l'extrême droite qui gagne à ce truc-là, ça me vénère. Parce que l'extrême droite, c'est comme des gens qui passent leur temps à leur dire qu'il faut arrêter de financer des films gauche, des films de wokistes, des trucs comme ça. Et là, il y a une meuf qui dit la même chose qu'eux, mais sauf que, elle dit, faut arrêter de financer des trucs comme ça. Et ils sont pas d'accord. Et tu te dis, c'est marrant parce que c'est juste la même opinion que vous, juste c'est pas dans le même camp, quoi. Mais c'est marrant comme vous dites un truc et dès que c'est dans le sens inverse, vous dites ah non, c'est pas normal ça. Ça les arrange pas. Ah bah non, c'est ça. Oui, alors après. C'est quoi leur règle en fait? Ils doivent avoir bien un manuel de conduite pour trouver leurs films et les financer. Donc, de quoi, l'extrême droite? Non, je parle du CNC Talent. Ah, le CNC Talent, tout le monde peut se présenter. Hein. Après, il y a des règles. Là, du coup, ils qu'est-ce que vient faire la politique dedans? Non, ils critiquaient. C'est que l'extrême droite critique dans tous les cas, en fait, le CNC, quel que soit en gros les choix qu'ils font. Oui. Mais moi, la question, c'est du coup, la pause, quand tu dis c'est pour se rassembler, c'est pour trouver une autre personne pour remplacer Ultia. J'ai pas tout saisi. Non, parce que ça, je pense que c'est pour créer des nouvelles règles, ou en tout cas faire plus gaffe. Mais ensuite, il y a déjà des règles. Hein. Je veux dire, le CNC Talent. Mais en fait, c'est juste parce qu'elle a ouvert sa bouche. En fait, elle aurait rien dit, elle aurait voté pareil. Bien sûr, parce que je crois que je vais me retrouver à défendre l'extrême droite. Malement garde. Malement, faut peu T'as essayé de faire un jeu de mots avec allemand ou non. En fait, si eux, leur discours, c'est on en a marre que le CNC fasse que de l'idéologie de gauche et qu'en face, quelqu'un dise moi, je veux pas d'idéologie de droite, soit t'es pour qu'on représente toutes les idéologies, soit t'en fais aucune. Par contre, c'est juste une idéologie genre le fascisme, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif là-dedans, quoi? Est-ce que Trump ou est-ce que Benito, il avait pas bien que sûr, des bien sûr. conneries? Non mais de base, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on doit pas, en tout cas, on devrait pas choisir un projet juste sur son idéologie et uniquement que ça, si elle convient pas aux lois. Maintenant, que ce soit l'extrême droite qui critique ça, je trouve ça un peu abusé, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, c'est les premiers à dire on ne devrait pas financer une idéologie. Et quand tu vois, c'est ça que je dis, quoi. Quand c'est un argument inverse, ils sont pas d'accord. Parce que sinon, ils demandent un truc, ils demandent d'être partial, mais personne, ils demandent d'être impartial, mais personne ne peut être
à 100% impartial. On a tous des biens, on a tous des trucs, ne serait-ce que des trucs qu'on aime bien. Je veux dire, par exemple, je sais pas, t'aimes plus la fantasy que les trucs d'action. On va te présenter un projet qui est de la fantasy, tu vas forcément plus avoir envie de financer tel projet qu'un truc d'action, tu vois. Ne serait-ce que, tu vois, on n'est même pas obligé de partir dans des trucs politiques ou d'idéologie pour voir des biais. Oui, mais c'est pour ça que normalement leur jury. Ils mettent 15 personnes souvent. Oui, mais voilà, c'est des gens qui viennent d'horizons différents. C'est ça, c'est que c'est l'intérêt, c'est d'avoir des gens de tout horizon pour que ce soit suffisamment large en termes de panel. Ouais. Et puis même si 15 personnes, c'est pas beaucoup, mais bon. Et puis en plus, dans le CNC Talent, tu vois, on lui a reproché beaucoup de dire. Si c'est un projet qui vient de mes potes, je vais le saucer, je vais essayer de motiver les gens et tout. Déjà, c'est marqué dans la règle du CNC Talent qu'elle n'a pas le droit d'assister à une commission quand il y a un projet d'un de ses potes qui est présenté. Bon, ça, c'est une clause morale parce bien sûr, le CNC peuvent pas vérifier à chaque fois quelles sont les amitiés de tout le monde. Mais voilà, déjà, alors, il faut aller sur Tinder, comme ça, tu vois les relations des gens entre Tinder, eux. toi, t'es bien, toi. Tinder, carrément. Ah ouais. Non, mais tu sais, quand t'allais sur C'est Tinder le à nouveau l'époque, c'était. Tu voyais Non, on apprend des choses aujourd'hui, on sait pas. Amis avec les gens avec qui tu voulais matcher, et comme ça, tu regardes le réalisateur, tu fais. Ah ouais, si t'avais des potes en commun. Ça sera le Tinder du cinéma. Ouais, d'accord, on apprend des choses ce soir en tout cas. Voilà, j'ai fait à peu près mon tour des actus. C'était un très joli tour. Bah ouais, franchement. On s'est bien baladé. On a bien tourné. Eh ben écoutez, on va passer au film du jour. Ouais, on avait dit quoi? C'est le Frozen. Film du jour. Film du jour. C'est le film du jour. C'est toujours n'importe quoi. Improvisation dans ce podcast. J'aime cette surpréparation. Et aujourd'hui, nous allons parler du film The Drama, réalisé par Christopher Borgli, avec Zendaya et Robert Pattinson. C'est quand même les deux rôles principaux et sur eux que s'axe le principal de l'histoire. Ça envoie du sax. Ouais, voilà. Putain, la référence. Oh, la rêve vieille, quoi. Qui nous raconte l'histoire de, je sais plus le nom de leur personnage, mais en gros, l'histoire de Zendaya et Robert Pattinson qui forment un couple depuis quelques années, qui sont bien heureux, ils vont même se marier. Sauf que, donc, à une semaine du mariage, ils passent un repas entre amis, et pendant ce repas entre amis, ils vont apprendre un secret sur Zendaya qui va peut-être remettre en cause le mariage, l'amour que lui porte Robert Pattinson. Ouh là là, et mon Dieu, si vous voulez voir le mariage et savoir s'ils vont finir ensemble, il faudrait aller voir le film. Et on va commencer par notre invité en la personne de Eve. Eve, qu'as-tu pensé de ce drama? Moi j'ai pas aimé. Hein. Ah ouais? Non, j'ai pas du tout aimé, même pour dire. Pourtant, j'aime bien voir des films différents, même des films que j'aime pas. Il y a des films que je trouve intéressants de voir quand même si j'ai pas aimé. Mais là, c'est pas le cas du tout. Hein. Ouais. Non. Et pour plusieurs raisons. Première raison, la plus importante, j'ai pas compris le message. J'ai pas compris si c'était une question de pardon, de vérité dans le couple. Je trouve qu'on voit surtout des personnes très fragiles qui sont capables de snapper totalement. Ouais. Et tu te dis, mais comment t'es arrivé à ton âge grand comme ça et d'un coup, psychologiquement, il n'y a plus rien qui va. Ouais. Et sur des sujets qui peuvent être gérés tout à fait différemment par des personnes saines, quoi. Je te rejoindrai un petit peu sur ce point. on en rediscutera. Oui, mais je pense qu'il y a un truc à savoir sur ce film, mais que j'exposerai après. César? Et ben moi, c'est tout ce que j'aime au ciné. Il y a un beau fond, excellent jeu, mise en scène et montage innovant et pertinent. Pas moralisateur, il y a une pointe de provocation. Ça prétend être léger et drôle, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça reste sobre tout en étant décalé, mais sans être dans la surenchère gratuite. Pour moi, franchement, c'est à voir sans hésitation les loulous. Aliette, qu'as-tu pensé de ce film? Moi, je suis très mitigée. Ah ouais? Ma conclusion en sortant du film, c'était bien, j'étais contente de le voir, je le reverrai jamais. Parce que, effectivement, alors je pense qu'il faut beaucoup insister, si vous n'aimez pas le malaise, ce n'est que du malaise. Non, c'est ça. Du début, mais vraiment peut-être pas du début, mais... Pire que ça, non, au début, c'est joli. Oh non, c'était affreux. Ça devient très rapidement de l'anxiété psychologique. Oui, moi, vraiment, dès le début, j'ai commencé à serrer les dents, j'ai fait « Ah putain, j'espère que c'est pas tout comme ça va être long. » Mais ça reste intéressant pour ce que ça développe, ce que ça veut dire. Je rejoindrai Eve sur l'avis de dire « Moi, j'ai pas compris, c'est vraiment des non-problèmes. » Et du coup, ça me faisait rire que le film s'appelle Drama. C'est des problèmes culturels. Parce que, du coup, pour moi, c'est le drama, genre... Enfin, on redéveloppera après, mais c'est vraiment du drama un peu de bas étage de mon point de vue. C'est l'art de faire du drama, en fait. Voilà, exactement. Et malgré tout, bon, j'ai trouvé ça sympa, ça se regarde bien, mais je suis très mitigée et je dirais que c'est pas mon style de film. Donc voilà, je pense qu'il faut venir en ayant conscience que voilà, je trouve que ça passe ou ça casse. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'en sortant de la salle, les gens en discutaient beaucoup. Ouais, c'est exactement. Ça laissait personne indifférent, je trouve.
Alors, quant à moi, je vais être très nuancé. J'ai trouvé ce film sublime. Ah yes, Mais c'est une blague. Ouais, ça c'est les mecs, on aime les bons films. Alors voilà, c'est bon, on est en avril, hein, mais c'est peut-être un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Voilà, mais vous êtes fous. je le dis. Non, mais voilà, comme a dit César, je trouve qu'il y a un gros sujet de réflexion. Mais en fait, c'est que on va peut-être commencer par là. C'est qu'il y a un truc à savoir sur ce film, c'est qu'il n'est pas fait par un Américain, il est fait par un Norvégien, et que oui. Ouais. Et en fait, c'est un peu ça. Ce mec, il avait déjà fait Dream Scenario il y a 2-3 ans, voilà, où il avait un peu une vision de l'Amérique Dream Scenario. C'est un peu l'histoire de comment l'Amérique crée dans des gens célèbres, mais de toutes pièces, alors que les gens n'ont rien demandé, et comment il gère cette célébrité avec des gens choisir un peu random. Là, bon, ça va être un peu compliqué de parler du film parce que en fait, le film va nous révéler un truc et ça va devenir un peu le sujet du film. Et comme on peut pas trop spoiler, il faut pas trop vous ouais. dire. Mais en gros, il y a un jeu qui s'organise autour du fait que les gens doivent dire la pire crasse ou le pire truc qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà. Chacun va le dire et effectivement, ce que Zendaya va révéler va être le point de départ du film pour parler. Comment il imagine maintenant Zendaya avec cette information qu'il n'avait pas avant. Il est censé être anglais, je crois. Il est censé être anglais, voilà justement. Donc, et par exemple, déjà, à savoir qu'il commence déjà à péter un câble avant même d'avoir une conversation pour savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment pour Zendaya. Mais oui, parce qu'en fait, quand il sait, en fait, c'est un truc très bien, je trouve, montré dans la mise en scène, c'est qu'une fois qu'il a cette information, il ne la voit que comme ça. Il ne voit qu'à travers ce truc qu'elle lui a révélé. Et il y a un truc très marrant, c'est que, on va pas trop spoiler en disant ça, c'est que, en gros, elle parle d'un truc qu'elle aurait fait quand elle était ado, et qu'à ce moment-là où il a l'info, il ne peut la voir que comme ça, et on arrive à des scènes qui puent le malaise, mais moi je trouve qui sont extrêmement bien, c'est que il se voit traîner avec elle, mais traîner avec une version d'adolescente, tu vois. Ça, je trouve ça mais magnifique, tu vois. De dire que ça rend le truc encore plus gênant, tu vois, de voir Robert Pattinson, qui je crois a presque la quarantaine, de traîner avec une ado qui l'enlace, qui lui fait des petits bisous comme ça. Ça, c'est un truc très bien pour bien expliquer la psyché qui est que il ne la voit plus que comme ça. Il y a des images de magazines ou il y a des images autres qui enjolivent du coup le sujet et ça, je trouvais ça pas trop mal. Moi, ce qui m'a plus mise vraiment très très mal à l'aise, c'est et encore une fois, c'est pour ça que je parle de culturellement parlant, et ça me vrille encore plus le cerveau de savoir que le réalisateur est norvégien, parce que du coup je me dis, est-ce que c'est sa projection de ce qu'il a de l'Amérique et tout, mais j'étais là genre, le problème qu'elle expose, pour moi, c'est le moins pire de tous. C'est-à-dire qu'autour de la table, elle parle de quelque chose qu'elle aurait fait, et pour moi, à côté de ça, les autres, c'est vraiment il y a un côté passage à l'acte beaucoup plus fort, et du coup t'es vraiment là en mode, je sais pas si on peut juger les choses sur le même plan. En gros, t'as ce jugement très hâtif de se dire, personnellement je le trouvais beaucoup plus dur, et j'étais là genre, mais à quel moment elle, c'est le pire, et c'est là où ça m'a dérangé. C'est justement ça le brio du film, c'est de te dire qu'il y a une grosse hypocrisie de l'Amérique pour dire, regardez, on juge cette femme-là et on la met sur un plan, alors que vous, non seulement vous êtes passé à l'acte, mais en plus vous en rigolez, vous en faites une blague, genre le placard il est pire. Le placard il est pire. Alors que les meufs qui en rigolent, et c'est toute l'hypocrisie montrée dans cette scène. Non, je suis désolée, moi c'était scène, elle est pour lui, l'hypocrisie. Et dans ce cas-là, je suis d'accord parce que leur réaction à ces personnes autour de la table qui sont censées être le fiancé et les meilleurs amis, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction? C'est hallucinant de réagir de cette manière-là et d'incriminer quelqu'un qui est censé être ton ami depuis des années. En plus, avant même que Zendaya révèle ce qu'elle va révéler, on voit que déjà, elle est un peu mal à l'aise parce qu'elle apprend de ses amis, mais elle n'est pas forcément mal à l'aise par rapport à ce qu'il raconte, mais comment ils réagissent, comment ils le perçoivent et comment ils le vivent. Ils lui posent pas de questions, ils lui disent pas mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi, c'est horrible ce que t'as vécu. Parce que quand même, ça on peut en parler, les autres actions qu'on lui raconte sont, il y a du cyberharcèlement de la part de Robert Pattinson. Non, mais justement, et personne ne fait le point là-dessus, et moi ça m'a buté, c'est-à-dire que le mec il dit en rigolant, je sais pas, je crois que j'ai harcelé quelqu'un. Il y a aussi un truc marrant dans le film, c'est que il avait déjà fait ça dans Dream Scenario, il refait ça dans un drama, c'est que à chaque fois il y a un côté où quand les personnages disent mais alors tout ce qu'ils ont sur le cœur, ils vomissent derrière, tu vois. Alors too much vomi dans ce film. Oui. Alors vraiment, les personnes qui ont du mal avec le vomi, n'allez pas aller voir le film. Moi je serrais les dents parce que ça me donnait envie de bégère. En l'enfer. Il y a aussi un truc très bien dans le film, c'est qu'une fois qu'il apprend ça, on voit qu'il repense à d'autres trucs, à d'autres moments de sa vie avec elle, où du coup il remet ça en relation en disant est-ce que ça avait un rapport, est-ce que ça n'a pas un rapport, est-ce que elle fait ça parce qu'elle a vécu ça ou parce qu'elle a eu envie de ça. Moi j'ai trouvé ça brillant. Oui, surtout quand on commence le film avec donc leur relation qui est un peu idyllique et parfaite. Oui, enfin c'est une relation de 2 ans un peu superficielle, visiblement ils se connaissent pas très bien. C'est sûr. Mais tu vois, il a écrit beaucoup pour son discours de mariage. Un peu trop. Beaucoup trop. Et en connaissance de ce nouveau fait,
il relit ce texte, il est plus capable de penser ce qu'il. Ah, j'ai adoré ça. Et il y a Quand il plein voit de le petits mot comme ça. gentil, il fait tout ça. bah non, on peut pas dire gentil. Mais non, alors mais que la c'est meuf- hallucinant. Ça veut dire que tu vis avec quelqu'un pendant 2 ans, tu as défini une personnalité à cette personne, et d'un coup, tu as une information, et avant même d'aller vérifier, d'aller chercher ce qui s'est passé dans la tête de cette personne, tu rayes ton discours de mariage. Bah oui, bien C'est-à-dire sûr. que ça reposait sur rien. En plus, c'est ça qui est dur, parce que je pense que on peut bien se connaître au bout de 2 ans, mais on peut aussi cacher certaines choses. On a Ah, tous il sait de quoi il parle, César. Hein. On a tous des parts sombres. Ah oui, là, faut pas. C'est ça, je suis sûr. Pas creuser, Moi, j'ai hein. fait de L'historique, l'historique après 23h, on ne le regarde pas. Et on a tous des parts de sombre, et je pense que par contre on peut apprendre à mieux les pardonner, les comprendre, les mettre sous perspective, communiquer. parce qu'on connaît la personne, et on l'a vu aussi tous Mais les bien jours. sûr. Ça peut être excusable. Il y a toujours une action Non, mais- qui a mis ça Mais ça, c'est- en exergue. Ouais, ça, je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, je trouve que c'est pas ce que le film veut expliquer. Au contraire, on a un film qui, le personnage de Robert Pattinson, qui tente d'expliquer. Il y a des moments où il devient assez pathétique, comme par exemple la scène Mais- où il essaie d'inventer une raison Non, mais c'est le de toute summum pièce. du pathétique. Je veux dire, après Oui, mais- ça, tu regardes plus les hommes de la même manière. Non, mais c'est vrai, je te jure. Non, mais c'est Moi, ça. ça m'a. Et je trouve ça que c'est pour ça, c'est une très belle critique de l'Amérique qui, quand il veut excuser, il tombe dans des trucs où ils essaient d'inventer des raisons, alors que la meuf lui a dit, mais non, ça s'est jamais passé de cette manière. Et lui, auprès de ses amis, il fait, non, mais c'est passé ça. Et en fait, il est tellement dans sa narration fictive qu'à un moment, il en dit même, c'est intéressant. Hein. Oui, Et les mais meufs, c'est- disent, mais comment ça, c'est intéressant? C'est ça. En fait, moi j'ai l'impression que ce film, c'est la présentation de la non-communication saine. Effectivement, Ah ouais. je Mais rejoins c'est Eve. Sur c'est- tous les termes. Il n'y a personne qui communique sainement, que ce soit entre amis, entre Oui, mais- conjoints, L'histoire au travail, Dès le la début, pareil, le c'est- boulot. Oh ouais, alors, catastrophe. alors moi, le boulot, c'est le seul moment où j'étais un peu détaché du film, c'est que j'avais l'impression de regarder un peu un cinéma bourgeois, parce qu'ils vivent déjà dans des immenses Oui. appartements. Alors déjà, parlons de ça. Leur métier, on sait jamais vraiment trop ce qu'ils font, mais ça a l'air d'aller concrètement, parce que l'un il est conservateur, l'autre est pas dans une boîte, mais on sait pas ce qu'elle fait, mais ça a l'air d'aller, elle a un bon bureau T'es pour elle. donc, mal au appart. Elle a l'air d'être dans la com un peu plus. Ouais, mais on sait jamais, on les voit jamais bosser, en fait, tu vois, c'est ça. Et c'est ça, et ça joue aussi sur le côté superficiel de la. Parce Oui. qu'en fait, ces deux personnages, et c'est la raison pour laquelle on se rappelle, aucun d'entre nous se rappelle de leur prénom. Si, moi, le C'est mec, que- c'est Charlie, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui. C'est qu'on Ah, n'est oui. pas attaché à ces personnages ni à leur, Ah non, c'est leur clair. personnalité, on la connaît pas. À la limite, le seul personnage où Elle est on très essaie de superficielle. développer de l'attachement, c'est Zendaya, parce qu'elle se prend quand même tout sur la gueule au même moment et par tout Oui. le monde, alors qu'elle, c'est limite la personne la plus empathique qu'on nous présente dans le film. Mais par exemple, Robert Pattinson, j'aime bien parce que je trouve là, ça fait plusieurs rôles où il aime bien jouer des gens lâches, hyper bizarres, parce que la première scène du film, faut en parler, la première scène Ah du oui, film c'est un peu qui cliché. nous va nous raconter leur rencontre, on nous montre quand même que le gars est bizarre as fuck, il a plein de moves où tu te dis, non, on fait pas ça, mec, enfin vraiment, Ouais. c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, c'est pas pas comme ça mignon. qu'on Socialement crée du inconfortable, contact. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que quand arrive après tout le délire où le mec repense, tu fais, et c'est toi qui ose remettre en cause le mariage. Ben ouais. Tu veux qu'on te rappelle comment t'as dragué ta meuf, toi? Mais je me suis fait la réflexion, c'est que Pattinson, moi, j'étais pas fan de ses premiers films. Twilight quoi. et tout. Twilight, même The Batman. Il est trop bien, The Batman. Non. Et je trouve que justement, quand il joue sur la fragilité, alors tu me diras, dans The Batman, il a un côté fragile. Bah ouais. Bah là, c'est un lâche. Dans Mais ce dans, cas-là, c'est un mais lâche. dans- mais dans Mickey 17 Ah oui. et dans The Drama, je trouve qu'il est super bon, parce que justement, tu le vois péter un câble, tu le vois être Instable. dans l'incompréhension totale, tu vois à travers ses yeux, et franchement, il est très très bon là-dedans. Et je trouve que c'est une bonne critique. Alors, on dit que c'est une critique des États-Unis, mais bon, oui. Moi, j'ai il est l'impression anglais. quand même, de voir une critique des il est anglais, États-Unis. mais c'est une critique un petit peu de tout le monde, et comment on essaie de justifier et tout ça, de rester dans une bonne posture, au lieu de, comme disait Eve, d'aller vers la personne qui, ok, elle a fait souffrir, mais est-ce qu'elle avait pas une souffrance d'abord? D'autres personnages qui ont expliqué leur plus grosse crasse d'humanité, là, la Il y meuf avait avec le zéro placard, truc. la meuf du Avec placard, elle a expliqué, condescendance. avec Oui, condescendance, il y a mais elle a aucun- expliqué il y a aucun qu'elle n'était pas remords. bien. Ce personnage, il est extrêmement bien parce que j'ai l'impression qu'il il symbolise vraiment toute l'hypocrisie américaine. Oui. Parce qu'elle a vraiment, je crois, la pire histoire qu'elle raconte, et c'est elle qui juge le plus durement Ouais. Zendaya pendant tout le film. Alors que son mec, des fois, il essaie un peu et même à de la nuancer, fin, tu vois. elle est demoiselle d'honneur, et c'est pareil, à chaque moment, tu Oh, il te nous faut dis... des speeches, tu fais, mais tais-toi, quoi. non, mais à chaque fois, tu te dis, oula, ça va péter, là. Bah, c'est vrai Non, mais qu'après. si je peux dire un Ouais. truc positif sur ce film, Ah. et je commence à le voir. Il y en a J'adore le vomi. plein, il y en a plein. Et je commence à le voir différemment, parce que si c'est une critique de l'Amérique, alors dans ce cas-là, le regard sera différent. C'est ces acteurs, Mhm. mais même tous, hein, même les seconds rôles, etc. Ouais. Ils portent, mais vraiment, ils
transpire ce scénario qui est un peu bancal, mais ils arrivent quand même à en faire un truc assez fort, quoi, qui te fait de l'effet, comme tu dis. Le film te fait forcément quelque chose. J'ai du mal à me dire que c'est une critique des États-Unis. J'ai l'impression que c'est une critique de la vision qu'ont les gens des États-Unis. Même bah non. plus. Non, moi je pense que c'est une critique des États-Unis. C'est critique tellement des États-Unis gros, parce que c'est tu tellement vois, gros que... tu vois dans deux trucs. Tu vois dans plein de trucs, mais je vais t'en citer deux. Par exemple, même avant qu'on sache tout ça de Zendaya, on a la première scène où ils vont cramer leur DJ qu'ils ont employé en train de consommer de la drogue. Ah oui. Et tout de suite, il y a un truc de OK, on la vire. Alors tu dis, c'est un truc qui concerne pas le métier pour lequel vous l'avez employé, quoi. Tu vois, moi en tout cas, je l'ai vu comme ça. J'étais en mode, elle est DJ. Et c'est la seule personne qui le voit comme ça, c'est Zendaya, qui déjà essaie de l'excuser en disant, peut-être on l'a vu pas dans un bon jour, peut-être on sait pas ce qu'elle vit, peut-être elle a fait ça qu'une fois, peut-être qu'elle a même pas fumé, tu vois. Alors que tous les autres, ils sont en mode, on l'a vu, OK, on la condamne. Tu vois, c'est vraiment, il y a aucune limite, quoi. On n'essaie pas d'expliquer et tout. Et dès que alors que Robert Pattinson, on l'a montré réagir comme ça pour une personne, voilà, une DJ, donc une personne qui connaît pas plus que ça. Quand c'est sa meuf, là, il essaie de contextualiser, là, il essaie de comprendre. Alors que la DJ, il a nullement essayé de la comprendre. Mais pour moi, c'est pas qu'une critique des États-Unis, c'est une critique un petit peu de tout le monde. Là, le sujet est centré sur sujet américain, parce que c'est un problème qu'il y a qu'aux États-Unis. Mais je pense que la critique est beaucoup plus globale sur, comme on dit, le couple, comment ils sont, dans des micro-scènes. Non, mais même la non-communication. La non-communication, que ce soit entre amis, entre familles, avec ses collègues. Mais des fois, il n'y a pas besoin de s'énerver et de monter sur ses grands chevaux. Il suffirait simplement de discuter, en fait, les gars. C'est ce que Robert Pattinson essaie de faire, mais je pense que Zendaya, elle voit que cette discussion, de toute façon, elle ira nulle part, parce qu'elle aura beau lui expliquer tout ce qu'il veut autour de tout. Ça ne changera pas son avis sur la question. C'est pas ça, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas en parler parce que déjà, ça lui fait du mal, mais au-delà de ça, parce qu'elle voit qu'il n'est pas à même d'écouter ce qu'elle a à lui dire. Ça. Lui, il cherche une justification pour dire non, ma femme n'est pas comme ça. Voilà. Il cherche à se laver lui-même, non pas elle. Il cherche pas à la comprendre, à savoir et à embrasser sa peine et à embrasser sa douleur pour comprendre comment t'as pu en arriver là. Si on avait ça, si on avait cette vraie empathie, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Parce que il est en mode comme tu dis, comment je gère ça, moi, oh là là. C'est ça. Mais ça, je pense que t'as une critique du couple, t'as une critique de l'amitié, t'as une critique de la société. Oui, et puis cette pression. Globalement, la critique qui revient le plus, c'est que si vos amis, vos amoureux, vous connaissez à 100%, ils ne vous aimeraient pas forcément, quoi. Tu vois, il y a aussi ça, quoi. Ah, je l'avais même pas vu comme ça. Ça dépend. Si tu cherches pas à les connaître, non, bien sûr que non. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que justement cette révélation, le chamboulement n'est pas direct. Il est implacable, mais il est long. Il monte. On n'est pas sur une surenchère totalement folle, même si après il y a des actes qui sont faits ensuite par-delà, surtout par lui. Surtout par lui. Qu'est-ce que tu fais, quoi, mec? Mais je trouve que c'est amené avec une subtilité, avec une justesse, et tu le vois. Et bien sûr, moi, j'ai pas d'empathie pour ce mec. Je trouve que c'est fait exprès que ces personnages ils soient malmenés, que leur visage ils soit tiré, qu'ils font que bégère. C'est le symptomatique d'une angoisse qui est absolument pas gérée, quoi. Bien sûr. Tout le monde pète un plomb, quoi. Ouais, mais c'est une non-préparation à la confrontation du réel. Ouais, quand tu mets les mains dans la merde, forcément ça pue aussi. Ça, c'est une très belle réflexion. T'as vu ça un petit peu. Je trouve que c'est pas subtil. Tu dis que c'est amené doucement, subtilement. J'aime non. bien. Mais par contre, le montage, moi, je le trouve fou, parce que voilà, il y a des coupes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des coupes aussi brutes que ça. Et justement, c'est la raison pour laquelle ça m'a rendu aussi tendu, c'est que ces ellipses visuelles qui nous font ressentir ce que la personne fait ressentir, c'est hyper bien fait. Parce que moi, j'ai dû marcher en sortant du film pour me détendre un peu. Il faudrait quand même qu'on parle de la réalisation à un moment donné, qui est, je trouve, c'est un peu similaire à celle de Dream Scenario, c'est-à-dire qu'on est très proche des personnages. Je parlais de la scène du photographe. Voilà, il y a beaucoup de scènes avec beaucoup de jeux de mots. Oui, parce que là, quand même, des scènes faussement anodines. Et même le mixage sonore, il y a une dynamique qui est assez forte. La musique, ce qui fait que dès que ça parle un peu trop, tu te dis, putain, je suis obligé de plisser les oreilles pour comprendre, c'est pas très agréable. Tu plisses tes oreilles, toi? Ouais, je plisse les oreilles. Et ça joue avec son défaut d'audition de Zendaya. Ouais, c'est très smart et tout. Le côté, les silences sont assez pesants et assez intéressants aussi. Non, franchement, la réalisation est très très bonne. Le montage, la mise en scène. Il n'y a rien qui est oublié, qui est laissé au hasard, en fait. Ouais. Pour le coup. Il est vraiment chiadé. C'est un truc que tu sens qu'ils ont vraiment fait aux petits oignons, que ce soit, voilà, comme tu dis, sur le son, pour que ça se lie à l'image à tel moment et que ça fasse un lien avec, et que tu dises, ah putain, mais ça, on l'a vu au début du film, et en fait, on le retrouve à la fin, et c'est vraiment pas mal. Les images sont très claires, en fait. Tu il y a très peu de contraste. Très rapidement. Il y a très peu de contraste. Un peu désaturé, j'ai trouvé les images. Et en plus, il y a beaucoup de dialogues qui sont vraiment des dialogues où, un peu c'est pas à la Tarantino, parce que Tarantino, il fait exprès de faire des digressions. Mais là, on a vraiment plein de discussions des fois où on est en mode, mais là, vous parlez de rien, quoi. Tu vois, il y a un sujet en cours, faudrait en parler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est entre Tarantino et Allen, je dirais, sur
c'est la vie de tous les jours de New-Yorkais. Moi, j'ai trouvé ça très, très subtil, très pondéré, malgré tout, malgré ce tourbillon de drama qui a. Oh, comme tu dis du film. Mais justement, je trouve que c'est bien choisi ce drama parce qu'en fait, littéralement, le film, c'est vraiment des dramas. C'est bien choisi parce que c'est le cas pour les amis, c'est le cas pour la collègue, c'est le cas pour tout. Et en fait, à chaque fois, les petites bourdes ou un mot mal placé peut vraiment déclencher des catastrophes, quoi. Donc ça, c'était bien joué. J'aime bien aussi comment on a ce truc on a notre couple et on a le jugement de notre couple qui se fait exactement. par les amis et par les connaissances et tout. Parce que non seulement Zendaya se fait juger, mais il y a aussi Robert Pattinson qui se fait juger de s'il va accepter de se marier avec elle ou pas. Tout le monde en prend pour son grade, quoi. Ouais. Mais tout le long du film. Et du coup, ça monte, c'est cette tension qui monte justement avec tous ces jugements. T'as l'impression d'être épié même en regardant le film, quoi. J'ai beau dire que je l'ai pas aimé, et c'est toujours le cas, mais c'est très intéressant. Mais c'est ça. Je pense que le film, il y a de l'émotion et de la réflexion. Et le tout, c'est assez beau. Vous allez le voir, vous allez kiffer, vous allez détester, vous n'allez pas être indifférent. Et forcément, ça va vous faire racler la caboche. C'est et ça. ça, c'est très, très important. Ça laisse pas du tout indifférent et ça permet surtout de beaucoup discuter. Je pense que même, justement, peut-être d'ouvrir la discussion et toi, c'est avec... pas ton pire truc. Non, mais c'est ça. Nous, on sortait, il y avait des gens qui sortaient justement en disant on s'est tout dit, hein, on s'aime. Hein, ou je sais pas, moi, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Justement, puisqu'on en parle, il faut qu'on se dise quoi. Ouais, mais à côté d'eux, ce sera jamais aussi pire, tu vois. Non, c'est sûr. Oui, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce film. Allez le voir, comme on vous a dit, il laisse pas indifférent et globalement, on voit que après quand il y a la sortie des séances, les gens continuent d'en parler. Donc voilà, en tout cas, c'est un film qui vous laissera pas indifférent. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et quelle fin vous avez préférée, celle de Norbert. Est-ce que vous êtes team César et Hayek Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a regardé ce que le film vous donne ou est-ce que vous inventez les règles? Oui, il faut le dire. Mais du coup, Mathieu, il a vu le film? Mais non, il l'a pas vu. Mais il a quand même un avis dessus. Ça m'étonne pas de lui, ça. Il l'a pas vu, il avait un avis dessus. Exactement. Eh ben écoutez, de mon côté, j'ai passé un moment franchement désagréable. Pour être honnête, j'ai vraiment pas été convaincu par ce que j'ai vu. J'ai trouvé ça grossier, mal exécuté. Je me suis demandé à quel public ça s'adresse. Pour moi, ça répond à aucune demande. J'ai trouvé ça déplacé, dépassé aussi. Et allez, repoussant, j'ose le mot. Et pour ce qui est du film, je l'ai pas encore vu, mais ça, c'était mon avis sur le physique de César, en tout cas. Et est-ce qu'il avait regardé la bande-annonce ou pas? Non, je pense que même pas, parce que je me souviens quand on parlait du film, est-ce qu'on va voir ce film ou Mario, il m'avait fait ouais, non, Mario tout de suite, tu vois. Ouais, alors que César avait fait l'inverse, il avait fait non, pas Mario, donc. Non, et puis alors Mathieu qui parle d'esthétisme, excuse-moi, mais alors. De la confiture à des cochons, hein, franchement. Et puisqu'on a passé à la suite, nous allons passer au débat. Il faut qu'on parle de tout ça, non? Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est ton opinion, mec. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous allons débattre des adaptations, parce que je sais pas si vous avez vu, en ce moment, les adaptations, c'est un peu chaud, j'ai l'impression. C'est-à-dire que dès qu'on sort une œuvre qui est adaptée d'une œuvre un peu connue, je vais citer par exemple Harry Potter, hein, voilà, je crois que les choix d'adaptation n'ont pas trop plu, en tout cas au nombre, mais on pourrait aussi parler de Bridgerton. Voilà, Bridgerton, ils ont annoncé que dans leur prochaine saison, ce serait un couple homosexuel, et apparemment la meuf, elle est pas homosexuelle dans l'œuvre, elle est censée être hétéro, et ça a fait que ça a lancé une shitstorm sur Internet. Donc, non, ça c'est juste parce que les gens sont homophobes. Oui, non, mais pas, c'est pareil. Sur Harry Potter, je pense que les gens sont racistes, mais on y reviendra après. Donc, je voulais parler des adaptations. Déjà, quel regard portez-vous sur l'adaptation? Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne, qu'est-ce qu'une mauvaise adaptation? Si, tentez qu'on puisse répondre à cette question. On va aller vite, là, je vais te dire le truc, tout le monde va être d'accord et ça va plier le game. Non, pour moi, une bonne adaptation, c'est quand ça change de format, en tout cas, genre adapté d'un livre au film, forcément, tu dois aller plus loin, tu dois remettre... Plus fort. Mais plus fort, tu dois l'adapter à ton format. Tu peux pas expliquer la psyché d'un personnage au cinéma comme tu l'expliques dans un livre, et tu dois le remettre dans un contexte. Pourquoi tu refais une adaptation? Parce que tu dois la mettre en lumière au vu d'un contexte qui est plus actuel, qui est plus contemporain, qui est plus géographique. Tu vas adapter une œuvre asiatique aux États-Unis, par exemple, pour remettre du contexte. Ouais, par exemple, les 7 samouraïs avec l'adaptation qu'a donné les 7 mercenaires. Par exemple. Ouais. Et donc, ce que tu dois faire, c'est absolument prendre tes libertés avec l'adaptation originale. Si tu fais un copier-coller, t'as perdu. Ça sert à rien. Oui. Ça sert à rien. Donc, tu dois aller plus loin. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles on peut rater son adaptation. T'as pas bien compris l'œuvre et son essence et pourquoi elle a plu. Donc, tu fais un hors-sujet,
se référer au podcast sur Minecraft. Tu as voulu absolument y apporter ta touche et refaire ta version. Peu importe le nombre de versions qu'il y a avant. Par exemple, Dracula par Luc Besson. Ouais, mais je l'ai pas vu, ça, à cause de Luc Besson. Il est noté 3 sur Allociné, sur je sais plus comment ça s'appelle, mais Rotten Tomatoes. Ou alors t'as voulu poncer le concept façon Moneymaker. Ouais, et là, genre... tu peux être sûr que ça va rater parce que tu vas essayer de plaire au public, donc notamment peut-être Bridgerton qui a voulu s'adapter à un public en particulier et qui a transformé du coup a priori l'histoire du personnage. Je suis pas tout à fait d'accord. Bah, on attendra ton tour. Hein. Dis-moi. Non, juste sur Bridgerton, parce que mon avis sur les adaptations, il est assez fluctuant. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup quand c'est très bien adapté, quand c'est quasiment... Mais ça veut dire quoi, très bien adapté? Ça veut dire quand quoi tu retransmets exactement ce que j'ai lu, l'ambiance, le visuel. Moi, je suis très visuel et par exemple je suis très lecture, donc forcément quand on adapte en film ou en série j'ai beaucoup de mal. À part Harry Potter. Non, Harry Potter, je suis désolée, j'adore les livres, j'aime pas vraiment les films. Écoute bien Mathieu, hein. Écoute bien, ouais, hein. il est pas là, je peux critiquer. Alors que Jurassic Park, pardon, mais c'est vachement bien. Oui, mais c'est peut-être parce que t'as déjà connu le film avant d'avoir lu le livre. Oui, mais je dirais qu'il y a peut-être quelques exceptions où vraiment j'ai trouvé que le film surpassait. Il y avait le Seigneur des Anneaux, les trois films. Il y avait Le Parfum que j'ai trouvé vraiment fantastique. Le Parfum, il est très souvent bien cité fait. en termes d'adaptation. Il est vraiment incroyablement bien fait pour le coup. Et là où, par exemple, Bridgerton, je trouve que ça peut être mon exception, c'est que j'aime énormément la série. Je la trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les livres, mais parfois, les livres peuvent avoir un petit côté désuet. Et par exemple, je trouve que la série a su vachement mieux mettre en avant le personnage d'Héloïse, qui est hyper attachante, hyper intéressante dans la série, et dont j'ai vraiment hâte de voir les aventures. D'où le besoin d'une adaptation, pour bien faire son boulot, de ne pas faire un copier-coller. Et toi, c'est quoi une bonne adaptation, mon petit dodo? En fait, moi, c'est une question très complexe, mais je vais avoir une réponse tout simple, c'est que il n'y a pas de bonne adaptation ou de mauvaise, quoi. En fait, non mais... T'es là, t'as ton fusil, tu tires, t'as en fait, je trouve que globalement, moi j'ai un gros problème avec les gens qui parlent d'adaptation, enfin c'est qu'on compare en fait. Et c'est déjà un premier problème pour moi. C'est qu'on devrait pas comparer, on devrait vraiment juger un film comme un film et chacune l'œuvre dans son support. Et que souvent quand sauf s'il est moins bien. Bah oui, mais s'il est moins bien, il est moins bien par rapport à quoi? Parce que si c'est un bon film mais qu'il est moins bien par rapport au livre, par exemple, ça reste un bon film. Enfin, moi j'ai déjà un petit souci là-dedans, c'est que comme au César, je pense que globalement, il faut que chaque artiste puisse s'adapter comme il l'entend. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on laisse les artistes s'adapter. Donc déjà, ça va forcément passer par une trahison. Et ensuite, comme chaque personne va regarder une œuvre d'une façon différente et va la juger et va apporter un sens différent et des jugements différents par rapport à ce qu'il voit, on pourra jamais contenter tout le monde. Moi, j'ai jamais vu aucune adaptation où tous les gens étaient d'accord dessus. C'est-à-dire que même Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même une adaptation qui est plutôt globalement appréciée des lecteurs, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord. Le premier film Winnie l'ourson, tous les enfants, ils étaient... Non, mais par exemple, comme choix d'adaptation, on pourrait revenir sur des personnages qu'ils ont enlevés du livre, Tom Bombadil. Et par exemple, ils ont apporté des enjeux à Aragorn, qui à la base, Aragorn n'a aucune problématique. C'est-à-dire qu'il est roi, il est descendant des Isildur, il veut devenir roi, voilà. Alors que là, dans le film, il y a ce côté, mais le sang d'un traître coule dans mes veines. Est-ce que c'est un truc, ce qui est absolument pas présent dans le bouquin? Bon, moi, j'ai l'impression que c'est une problématique pour faire une problématique. Mais voilà, quoi, tu vois, en fait, j'ai pas d'avis propre sur la question parce que ça va changer et tout. Moi, on peut changer le ton, on peut changer le genre. J'ai plein d'exemples comme ça. Celui que je sors souvent, c'est celui de la petite sirène, voilà, qui l'adaptation de Disney a enlevé toute la partie qui est liée à la foi, qui est liée à la religion, parce qu'à la base, si la petite sirène veut devenir une humaine et embrasser un homme, c'est pas parce qu'elle l'aime ou qu'elle est amoureuse de lui, c'est parce que elle veut avoir une amie mortelle, et on lui a dit que les amis mortels, c'était uniquement les humains qui les avaient et absolument pas les sirènes. Oh, what? Ouais, donc il y a un truc très chrétien, très immorté de l'âme, qu'il n'y a pas du tout présent dans le ça conte. rejoint ce que disait, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est quasiment sur, ou comme disait César, qu'on est quasiment sur deux œuvres différentes. C'est-à-dire que Disney, on en fait un conte féerique et heureux, alors que l'autre est une vraie critique de la société. Oui, qui repose pas sur les mêmes valeurs à la fin. Donc, pour moi, on est presque sur des schémas tellement différents
que dans ces cas-là, c'est ok parce qu'on raconte pas la même histoire. Mais si on reprend le live action de La Petite Sirène, et ben dans ces cas-là, non, c'est une mauvaise adaptation parce que c'est une adaptation d'adaptation. Ça dépend parce qu'une adaptation d'adaptation, par exemple, Aladdin, c'est une adaptation d'adaptation parce qu'à la base c'est un conte chinois qui a été après intégré dans Les Mille et une Nuits pour après être adapté par Disney. Donc tu vois, c'est une adaptation d'adaptation. Oui, mais du coup, est-ce qu'on a gardé l'essence? C'est toujours la question, tu vois. C'est moi, je le regardais pour retrouver du conte. Oui, mais c'est très bien ce que tu dis parce que là, on a déjà deux problèmes. C'est quoi l'essence? Déjà, on va par exemple, si on part d'Harry Potter en disant c'est quoi l'essence d'Harry Potter? C'est le gars poil. Non, mais déjà. Par exemple, sur Harry Potter ou sur d'autres œuvres, les gens qui vont dire ah non, ça tu peux pas l'enlever parce que c'est l'essence du film ou c'est l'essence de l'œuvre, et d'autres qui vont dire oh non, ça c'est pas très grave si on l'enlève. Donc tu vois, déjà on a un problème que tout le monde ne va pas définir comme l'essence. C'est très personnel du coup. Moi j'aimerais qu'on dise pas forcément que c'est adapté, j'aimerais quand on refait pas justement à l'identique, on dise que c'est inspiré de. T'as le droit de créer quelque chose dans l'univers quand on parlait de s'adapter au maximum par rapport, par exemple, à un livre déjà existant ou quelque chose qui existe déjà. Mais je pense, voilà. C'est d'après l'œuvre de. Tu dirais ça tirait mieux. On disait que c'était un peu foireux, ça aussi, mais effectivement, inspiré d'eux ou d'après. Librement adapté. Voilà, exactement. Je trouverais ça déjà parfois beaucoup plus juste parce que parfois tu vas aller voir un truc en disant oh là là, c'est l'adaptation de ce truc, ça va être trop bien. Tu vas, tu fais mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, mais après, c'est le sens du mot adapté. Adapté, c'est modifier. Bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut surtout arrêter de comparer des œuvres entre elles. Non, je suis pas d'accord. Mais non, mais c'est pas parce qu'une œuvre ne respecte pas l'œuvre de base que ça en fait un mauvais film. Parce que tu vois, par exemple, je l'ai expliqué, La Petite Sirène ne respecte absolument pas le conte de base. Maintenant, est-ce que ça en fait un mauvais film? Non, tu vois. Ou par exemple, pour préparer Starship Troopers, qui est un exemple qui revient assez souvent, mais l'œuvre de base te vend comme une bonne chose, une société militarisée. Pas loin du fascisme, hein. Pas loin du fascisme. On tutoie vraiment le fascisme. Alors que le film va passer son temps à se foutre de la gueule de ce truc-là. Donc encore une fois, si on parle de ça, on peut largement dire que le film ne respecte pas ce que le livre va expliquer. Est-ce que ça en fait un mauvais film? Mais tant mieux, c'est une adaptation, c'est repris par quelqu'un. Ou alors moi, j'ai adoré l'Odyssée d'Homère et j'ai adoré Ulysse 31. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et je te prends le même truc, c'est en dessin animé, c'est dans le futur et tout ça. Tu peux comprendre que des gens disent, mais tu perds toute l'essence du truc. Bah, tu perds ton essence, ta vision du truc. Mais je trouve que ce que ça apporte aussi, tu respectes certains trucs originaux, tu arrives à prendre une histoire qui a été créée il y a plusieurs milliers d'années pour la remettre dans un contexte même futuriste et essayer de l'emmener encore plus loin. Ça, je trouve que c'est beau parce qu'il y a toujours des valeurs. L'essence, c'est un truc qui est propre à chacun, qu'on peut tous voir, mais de Gatsby, des trucs. Certaines valeurs et tout ça, mais tu peux même changer une fin, tu peux changer des personnages, tu peux changer des choses, mais les arcs narratifs peuvent rester les mêmes dans un contexte différent. Et ça, je trouve que c'est ça qui peut être beau. Et puis revitalisant, quoi. Plus dans les adaptations, tu vois, dernièrement, j'ai pas cité cet exemple, mais on a aussi l'exemple du film Mario qui se fait descendre par la critique en ce moment. Et il y a une réponse des gens qui se font par rapport à ça, c'est que comme c'est adapté, comme c'est une adaptation d'un jeu vidéo, bah on n'a pas le droit de le critiquer. Enfin, en tout cas, les critiques qu'on lui fait ne sont pas pertinentes. Ce à quoi j'ai envie de répondre, mais on s'en fout que ce soit un jeu vidéo à la base ou une BD ou quoi. On le juge quand c'est un film qu'on regarde, on le juge comme un film. La première adaptation de Mario au film. Oula, oui. Elle est crade, hein. Et oui, on peut la juger. Oui, mais justement, regarde, parlons de ça. Le film Mario des années 80, je crois. Si on trouve que c'est un mauvais film, est-ce qu'on trouve que c'est un mauvais film parce que c'est une mauvaise adaptation? Non, c'est un mauvais film. Alors peut-être que ça rajoute, tu vois. En plus, il y a 2-3 trucs. Avant d'être une mauvaise adaptation, c'est déjà un mauvais film, tu vois. Et comme moi, le premier Mario, je l'avais trouvé sympathique, tu vois. J'ai pas encore vu le deuxième, donc j'ai pas encore d'avis dessus. Mais le premier, si je l'ai trouvé sympa, c'est pas parce que côté il était très fidèle. Parce que sinon, alors j'aurais dit qu'il est superbe. Oui, non, c'était pas parce que c'est très fidèle. Alors ça, j'aurais dit, il est génial le film. Hein, mais mais chacun trouve midi à sa porte. C'est-à-dire que ça dépend à chaque fois, effectivement, l'intention et l'affect que tu as pour l'œuvre. Quand c'est quelque chose que tu connais pas du tout, je suis d'accord, mais effectivement, il faut savoir qu'est-ce que t'aimes, en fait. Et qu'est-ce que tu cherches. Mais c'est sûr, parce que c'est comme moi. Moi, je suis un ultra fan de Batman. Un film de Batman, pour que j'aime pas, faut y aller. Hein. Faut vraiment qu'il soit nul. Parce que sinon, je vais être en mode, non, mais regardez, il est sympa. Regarde, je défends même les Batman avec George Clooney. Voilà, tu vois, j'en suis là. Ah ouais. Batman et Robin, moi je peux le défendre si tu veux. Il y a Batman. C'est celui où il y a les tétés là. Avec des tétés, ouais. Ça lui va pas du tout. J'imagine Batman. Il est trop bien. Avec Schwarzenegger en Mr. Freeze. Moi j'adore. Je crois que j'ai jeté un froid. Moi j'adore parce que c'est vraiment une. Ah, il est nul. Oui, mais c'est ça a l'air super kitsch là comme ça. Ah non, c'est pas kitsch, c'est mauvais quoi. Alors je le dis, c'est quand même très difficile à défendre, mais moi je le défends d'une simple façon en disant. Encore celui de Val Kilmer, je le défends. C'est un Batman comme si on avait copié-collé du comic book
truc sur un film, alors voilà, on va se dire, bah ouais, mais là c'est un film, ça marche pas. Je vais répondre, oui. Mais moi j'aime bien l'essai, j'aime bien se dire, on va Tu prends tenter. la direction artistique et les costumes et tu les files à un stagiaire. C'est pareil. C'est bon. Ouais. En fait, dans le comics, t'as beaucoup. En fait, des adaptations de Batman en comics, t'as eu tout et n'importe quoi. Donc, t'as eu des. C'est pour ça que des fois. Samurai Batman, hein, donc. Oui, c'est pour ça que quand ça me fait marre, quand les gens disent Batman, c'est pas ça. Lequel? Parce que Batman, il y a eu 150 adaptations par 150 auteurs qui ont tous fait leur tambouille. Donc, arriver à dire ça, c'est pas Batman, je veux dire oui, comme celui-là. Comme les Spider-Man noirs, oui, les voilà. multiverses, tout ça. C'était grave bien, ça, d'ailleurs. De quoi? Bah, le Spider-Man verse, là? Ouais, incroyable de voir tous ces Spider-Man. Spider-Man Into the Spider-Verse, voilà. Et Beyond Spider-Verse, qui sont des films exceptionnels. Ouais, voilà, ça, si vous les avez pas vus, faut vraiment les voir. Ça fait partie des meilleurs films d'animation que j'ai vus de ma vie. Ouais, je suis d'accord. J'étais très sceptique. Tout le monde en a parlé, l'a encensé. J'étais vraiment. Et tu vois, encore une fois, et le premier. Très réussi. Exactement. Ouais, le premier était très bien et le deuxième est énorme. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur les adaptations. On a encore d'autres trucs à dire, mais bon, on va enchaîner. Oui. Et maintenant, on va passer au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et du coup, c'est moi qui vais faire un jeu sur le classement des meilleurs films péruviens. Non, c'est pas ça. Pardon. J'aurais aimé, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu fait un jeu à l'arrache, parce que voilà. Donc, on va reprendre un jeu. Quand c'est moi qui fais le jeu, je fais quasiment toujours le même jeu. C'est le jeu. Des anecdotes. Ouais. Voilà. Donc, soit j'essaie de vous faire deviner une anecdote, soit je vous l'ai dit complètement parce que c'est un rapport avec le nombre, le truc dont je vous demanderai. Je vous dirai alors, à votre avis, c'est combien et tout. 13. Voilà. Et oh putain, comment tu l'as eu? C'est plus. Alors celle-là, comment je peux vous la faire deviner? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, parce que je sais qu'il y en a qui sont des fans autour de la table, qui sont des fans de ce film. Kevin Costner devait faire Bodyguard 2. Oh oui. Parce que le premier a extrêmement bien marché. C'est parce que vous connaissez ce film, là, Kevin Costner qui joue le garde du corps de Whitney Houston. Il a pas 100 ans aujourd'hui? Non. Kevin Costner? Non, ça va quand même. Ou alors je le voyais plus vieux que ça dans ma tête quand j'étais gamine et que je voyais le film. C'est comme Gérard Jugnot, c'est un mec, dès qu'il avait 25 ans, il avait la tête d'un gars de 40. Hein, donc Et du coup, il a rappelé, il a fait Whitney Houston, we have a problem. Et à votre avis, qui devait jouer le rôle de la personne qui devait garder le garde du corps du deuxième, sachant que c'était une femme qui devait jouer son propre rôle. Donc on parle, tu vois. Attends, on cherche le bodyguard ou on cherche la star? Ah non, le bodyguard, c'était lui, c'était toujours lui. C'est qui allait jouer, qui allait continuer d'être le garde du corps et qui devait aussi réaliser le film. Madonna. Non, mais je veux dire, c'est plutôt une personne. Celle qui joue Whitney Houston, quoi. La future. Qui devait être la future, sachant qu'on parle d'une personne qui devait jouer son propre rôle, mais qui n'était pas une personne artistique. Ah! Oh. Et, attention, là, je vous donne un indice. Politique. Hillary Clinton. Et elle devait le jouer, elle était d'accord, sauf que est arrivé quelque chose qui a fait. Elle est décédée de la vie. Elle est décédée, donc elle ne pouvait pas jouer dans Bodyguard 2. Et le film, c'est. Non, mais c'était à l'époque, hein, c'était à peine quelques années après la sortie du premier. Mais du coup, pas récemment, on reprend le concept de Bodyguard, mais sans Whitney Houston. Là, voilà, juste donc c'est pas une artiste. C'est une politique. On peut dire que c'était une politique, ouais. Michelle Obama. Qui devait jouer dans le film, voilà, mais qui est décédé. Du coup, le film n'a pas pu se faire. Qui est quand même très connu dans son décès. Oprah Winfrey. Lady Di. Lady Di, non, exactement, voilà. C'est Lady Diana qui devait jouer dans Bodyguard 2. Elle avait accepté, et au-delà d'avoir accepté, mais elle est pas actrice. Mais elle est pas morte. Sans déconner. Mais non, mais ça fume. On prend quelqu'un qui est pas acteur, putain. Et en fait, le script avait vraiment été fini d'être rédigé la veille de son accident. Oupsie. Ah ouais, elle devait faire un film où elle tombait un peu amoureuse de Kevin Costner. Ouais. Mais la reine était au courant. La reine était au courant. Elle aurait vu la bande-annonce, elle aurait fait What? Shocking. Alors, si je vous disais qu'on peut relier le personnage dans le cercle, donc le personnage de la femme, le démon dans le cercle, et Lilo dans Lilo et Stitch. On peut relier ces deux personnages. Ah, c'est elle qui faisait la voix. Des cheveux noirs. Oh là là, mais t'as trouvé tout de suite la personne désolé. Oh bah voilà. Mais il me semble que j'ai vu une photo sur Insta et je la me suis femme fait spoil. qui a joué l'actrice est aussi la voix qui a prêté sa voix à Lilo. La femme qui joue l'actrice. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez bien Henry Cavill? Yes, de physique. Henry Cavill. Henry Cavill. Je connais bien ses pecs. Superman.
Si vous connaissez bien, je veux dire, quand je dis est-ce que vous connaissez bien, je veux dire, est-ce que vous connaissez bien sa façon de vivre, ce qu'il aime dans la vie, ses hobbies. Je sais qu'il est geek. Les chiens. Ouais, il aime il monte des PC. Il est un geek. Et il est connu, il y a un truc quand même qui est connu dans ce mec-là, c'est que quand il a reçu le premier appel pour jouer le rôle de Superman, il était occupé. Il était occupé d'une façon qu'il n'a pas pu décrocher, mais c'était en rapport avec... je sais. Ouais. Sur Internet, non? Ils n'ont pas une vidéo? Ouais, c'est en rapport. C'est sur Internet. Oui, on peut dire que c'est sur Internet. On peut dire que c'est sur Internet. Pour moi, il faisait soit du D&D, soit il était en train de peindre des Warhammer. Ouais. Ah, alors c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est dans le genre. Non, mais il était sur la voie en disant que c'était sur Internet. Ouais, vous n'avez pas un unboxing ou un truc comme ça? Non, c'est pas le genre. Non, mais D&D sur Internet, il y a un truc dans le genre. Il jouait à The Witcher. Je me rappelle plus. Non. Il jouait à The Witcher. Une conférence Non, c'était sur Internet et c'était un jeu. Voilà, là, tu vois, je vous le dis. Ah, c'était un jeu. Bah, il jouait à The Witcher sur Internet. Un jeu sur Internet qui ne peut se jouer que sur Internet. Starcraft, je sens plus un truc comme ça. Starcraft, un truc comme ça, mais que sur Internet. WoW, voilà. Il était en train de jouer à WoW. Son téléphone a sonné et il a fait ah non, je suis en pleine quête. Je planterai après. Et un truc assez marrant, c'est que c'est Zack Snyder qui l'avait appelé pour dire t'as le rôle, mon gars. Et quand il lui a dit désolé, j'étais en train de jouer à WoW, Zack Snyder apparemment il savait pas ce que c'est WoW. Il a fait ah ouais, c'est où et tout, tu vois. C'est où? Il a fait c'est sur dans Internet et tout. Vraiment, mais regardez ce mec parler une interview, c'est fou parce que dès qu'il parle de jeu, de monter son PC ou autre, il a des étoiles dans les yeux. Mais oui, son visage s'illumine, il est passionné. Non, mais il a croqué les fesses. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'aime bien de lui, c'est quand il répond que ce qu'il aime bien jouer, ce qu'il aime bien faire le week-end, c'est jouer à Warhammer, jouer à trucs. Et à côté, t'as ses costards de The Witcher, et vraiment, tu vois, tu ressens beaucoup de jugement et de condescendance de la part des actrices qui se font oh le nerd et tout, nana, alors que lui, il est en mode les couilles, mon gars, moi j'aime ce que je fais, tu vois. Il a bien raison. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film L'Exorciste. Non. Mais il y a un fait qui est assez... Le premier, ouais, le premier. Pas l'adaptation. Il y a un fait qui est connu, c'est qu'il y a une partie du casting, pour un rôle de figurant, c'est vraiment quelqu'un qui apparaît, je crois, 2 minutes dans la scène, qui arrive, qui fait un truc, l'infirmier, voilà, qui vient s'occuper de la fille qui est censée être possédée, et après qui s'en va. Et quelques années après, on a appris un truc pas très cool sur cette personne qui a fait que le réalisateur était un peu dégoûté de l'avoir pris. Je sais pas, voilà. Je crois que j'ai eu cette information. Il a craché dans la salade. Non, c'est pas un truc qui s'est passé sur le tournage. C'est qu'ils ont appris quelque chose sur lui. Il est passé dans les gros titres un peu. C'est pas sexuel, c'est pas. Cannibale. Un peu. C'est pas du viol. Un peu. Ouais, pas que. Du tuage. Ouais, ouais, mais putain, t'as les bons mots toi en ce moment. C'est du tuage de. Ouais, en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient employé un tueur en série. What the fuck? Ah oui, en série, même pas un modèle. Ouais, non, c'est pour ça que. Pas fait main, en série, quoi. Oui, c'est que, tu sais, il l'emploie, après le film se fait, après, voilà, il se passe ce qui se passe. Et quelques années après, le mec passe dans les gros titres parce que c'était un tueur en série et qui a été en activité pendant les années du film. Donc c'est même pas. Oui, mais c'était après et tout. Mais c'est où la stagiaire? Non, mais ça me fait penser. Mais non, il y a tellement d'affaires comme ça. Déjà, le film qu'on a vu, Woman of the Year, là, le truc sur Netflix, avec. Woman of the Hour. Of the Hour, pardon, avec Anna Kendrick, qui est très bien. Ou pareil, il passe sur un genre tournée manège. Ouais, mais on a ça en France. En France, on avait un tueur en série qui est passé dans une émission de Nagui. Oui. Tout le monde veut prendre sa place. Je pense que c'est ça. Mais si, t'es pas au courant. Oui, Nordal Lelandais, non? Non, mais c'était un truc comme ça. C'était un gars, il passe. Bon, il a fait son truc. Enfin, en plus, il s'est planté. Je crois qu'il est parti au bout de 1 ou 2 rounds. Et quelques années après, il y a eu un procès. Et donc, il avait fait, je crois, 10 ou 15 victimes. Oui, quelque chose comme ça. On oublie souvent de le dire, mais les tueurs en série aussi, ils ont une vie. Ah oui, et ils gagnent de l'argent des jeux. Honnêtement, oui, pour une fois. Non, c'est surtout que je pense qu'ils ont un petit complexe de leur image, ils ont besoin de passer la télévision. Vous avez pas vu le mouvement, mais il y a peut-être une princesse du Sahara là. Non, mais c'est comme, je vais relancer le débat interminable de... Doit-on séparer l'homme de l'artiste? Non, ça y est, j'ai plus son de... Ah, le meurtre, putain, à Nantes. Ah oui, Xavier Dupont de Ligonnès. Je relance Xavier Dupont de Ligonnès, où justement, c'est pareil. Rends-toi, Xavier. Ils arrêtent pas de dire... Ils arrêtent pas de dire qu'il est probablement aux États-Unis parce que le mec il a laissé tellement d'indices et ils disent il a tellement un ego surdimensionné que c'est sûr qu'il va faire une boulette parce qu'il est là en mode vous m'aurez jamais. Non, alors que si. En plus c'est marrant parce que vu qu'ils ont mis, je vais pas dire qu'ils ont mis sa tête à prix, mais ils ont mis des informations. Ils ont dit si vous avez des informations ou qu'il avait vu ou quoi, il y a une récompense. En 2 secondes, les Américains, tu leur dis ça, ils partent en folie. Il y a déjà 200 photos qui ont été envoyées avec des gens des fois qui ressemblent, mais pas du tout. Mais je l'ai vu, tu fais non, vraiment. Moi, j'ai pas su dire si les photos qu'on trouvait sur internet c'était des vraies photos de lui avec des chapeaux de cow-boy ou si ça avait été généré par IA. C'est toute la question, je pense. Mais c'est très drôle. Est-ce que vous avez vu le film Candyman? Non. Oh oui, avec le black là. Putain, c'est tout ce que t'as retenu du film, c'est affolant. Non mais parce que j'étais gamin. Un film où il y a un noir. J'étais gamin.
Comment il s'appelle? Il a fait plein de rôles, ce gars. J'aime bien sa gueule. Ouais, tellement. Comment il s'appelle? Tu l'aimes beaucoup. Moi, je sais pas. Moi, c'est toi qui vas dans cette info. Allons-y. Hein. Il est dans The Rock. Il est dans Rock. Oui, il est dans Rock parce que c'est le gars qui dit la fameuse phrase. J'aime pas la musique et pas de Koyoku. Voilà, exactement. Je savais que j'aimais On ce sait mec. pourquoi il s'en rappelle. Donc Candyman, l'acteur. Alors Candyman, c'est un film culte, un film d'horreur des années 80. Et il y a une scène qui est assez connue où en fait il va embrasser le personnage principal en hallucination avec comment je pourrais expliquer ça. Il est entouré d'abeilles. Il a des abeilles plein la bouche quand il vient pour l'embrasser. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est des vraies abeilles et que pour le motiver à faire cette séquence, parce que lui, bien sûr, tu parles, on lui dit, on va te mettre plein d'abeilles dans la bouche, et autour du corps, il te fait non. On va te mettre un peu de miel sur la langue. Et on lui dit, et pour le motiver, on lui a dit que, enfin, on lui a proposé, on lui a fait signer que on le dédommagerait de $1000 par piqûre d'abeille qu'il recevrait. Ah, pas mal. $1000. Donc, et combien il a eu $1000 par piqûre. Okay, donc, okay. Quel dédommagement il a eu à raison de $1000 par piqûre. Donc je vous laisse deviner parce 34 que je 000. sais. 10 000. 10 000, 34 000 et 13 000. 13 000. Ah, c'est con, t'as un chiffre de bon, mais pas l'autre. C'était $23 000. Ah merde. Donc il a eu 23 piqûres. $23 000. Pas que, mais dedans aussi, ouais. N'hésitez pas des fois à regarder que cette séquence-là parce que c'est une des séquences de toute façon les plus connues du film. Ça ira, merci. S'il pleure dans la séquence, j'ai pas vu le film, mais je crois avoir c'est un vu film un d'horreur, extrait donc. déjà. Est-ce que c'est vrai vous que c'est voulez trop pas ton style dormir de pendant film. une semaine en pensant aux abeilles dans votre bouche? C'est vrai que moi quand j'ai découvert cette scène, en plus ça se voit, de toute façon à l'époque où c'est fait le film, ça pouvait pas être en image de synthèse, c'est que tu te dis mais ils sont des tarés quoi. Tirés par des câbles et tout, tu vois comme ça. Tu vois le petit fil brillant. En fait c'est le genre de scène qui maintenant me fait complètement sortir du film parce que je me dis juste mais ils sont tarés d'avoir fait ça. Enfin, moi je veux bien si tu veux l'esprit artistique et tout, mais bah quand si même, non mais quoi. c'était l'époque, on savait faire du cinéma avec des briques et des brocs. Moi, quand j'embrasse ma nana et j'ai des abeilles dans le ventre. On dit des papillons, mais c'est pas grave. Ah non, moi, c'est des Ça abeilles. pique moins. Ça pique, ça fait mal. Pareil, on va parler du film Babe, alors que je n'ai toujours pas vu. Cochon. Apparemment, il est très bien ce film. Oui, mais il y a tellement de choses à voir. Mais voilà. Avec un superbe réalisateur. Oui, c'est celui qui a fait Mad Max. Exactement. George Miller. Hallucinant. Le mec, il fait Mad Max, après il fait Babe. T'es là, genre, ouais, toi, t'as tout compris aussi. Il s'est fait un vrai kiff, hein. Ah ouais, grave. Voilà, mais Babe, c'est pareil. Je vais vous poser une question sur. Parce que vous vous en doutez, il n'y a pas eu qu'un porcelet pour jouer Babe. Mais à votre avis, il en a eu combien? Combien ont été mangés à la cantine? Non. Non, d'ailleurs, l'acteur principal est devenu vegan après ça. Oh. Ah ouais? Le oui. cochon? Si, Le cochon. bah oui. Le fermier, là. Non, Oui, c'est- le fermier. J'ai entendu la blague du Tu confonds pas avec Okidja? Non. Ok. Non, sûr et certaine. J'ai vu Okja. plein d'interviews de lui. Okidja, ouais. Moi, je parie sur 5. Sur 5, Moi, je dis 17. 17. Et pourquoi? Attends, alors qu'au final, c'est toi le plus proche. Ça grandit vachement un cochon. Oui, c'est je vrai. sais, hein. Et pourtant, il a la même tête tout le film, trop mignonne. Ah, ça, c'est un Après, peu va raciste, différencier ça. un cochon d'un cochon. Tous les hein. cochons, ils se ressemblent, c'est ça que tu dis? Voilà. Ah là là, j'y crois pas. Ils sont tous roses. Il y en a eu 48. 48. Mais en fait, Babe, c'est pas juste Babe. Oh non. C'est Babies. Et il y a un document qui les référence. Non, c'est faux. Il y a un document qui. Dans cette scène, c'est celui-là. Dans cette scène, c'est celui-là. 48, mais arrête. 48. Et combien de chiens? Combien de Ferdinand? Mais je sais pas, parce que il y a toujours ce truc. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour les bébés, parce que les bébés en France, apparemment, ils peuvent tourner en dessous de 2 ans. Un bébé n'a le droit de tourner qu'1 heure par jour. Ok. Donc quand tu fais des films qui sont En centrés- théorie. Ouais, en théorie, oui, quand on respecte la loi. Ouais. Mais quand tu fais des films autour d'un bébé, ça arrive des fois, comme par exemple 3 hommes et un couffin, où il y a tout le temps un bébé dans les scènes, et bah t'es obligé d'en avoir plusieurs. Y a pas quoi, des faux d'en avoir- bébés Je crois que dans 3 c'est hommes et un compliqué des couffin, fois. t'avais 8 ou 10 bébés en tout. Quoi. Mais comment tu fais pour dire que le bébé il tourne parce que le bébé est dans un landau par exemple? Donc tu dis ok 3 heures il tourne mais après il est toujours dans son landau. Ah oui, Ouais, mais ça, je justement, pense que ça c'est. Je pense que c'est là où ils arrivent à truquer un peu, parce que t'as les heures de tournage et t'as les heures sur place. Ok. Ouais. Qui sont prises aussi. Et du coup, les heures sur place souvent dépassent un peu parce que tu peux avoir des problèmes sur une séquence. Après, il te faut. Là, on voit pas la tête du bébé, mais il faut qu'on voit le bras, il faut qu'on voit la main qui serre le doigt, il faut qu'on voit ci. Donc là, on s'en fout si le bébé il ressemble pas du tout. Et du coup, il y a 2-3 bébés qui se ressemblent de tête, mais après, il y a des bébés, t'as un bras potelé. Tu parles des bébés qui fait 5 cm de plus, c'est pas bien grave. Non, là, moi, c'est plus. C'est quand même des cochons intelligents dans ce film et qui sont quand même capables de faire un certain nombre de trucs. Je me dis, putain, t'en as quoi? 44, 45? 48. 48 cochons à dresser pour qu'ils fassent tous bien le truc. Beau bordel. Hein. Encore, c'est cochon ça. Moi, il y a Oula, tu vas avec cette phrase. le lièvre de Matanen, je crois, un film avec Christophe Lambert. Et les gars, ils ont réussi à dresser des lièvres, ils ont réussi à dresser des cerfs. Maintenant, dans les dresseurs en France et dans d'autres pays,
t'as des gars qui dressent n'importe quel animal, quoi. Bah, c'était Ils pas font pour des tableaux croisés dynamiques ou pas? Je crois que c'était pour Charlie à la chocolaterie où il y avait des animaux, on leur avait dit bon, on va faire ça en image synthèse, et Tim Burton il a fait non, moi je veux que ce soit des vrais. Un Je vrai. sais plus si c'était les hamsters ou quoi. Il y a Les écureuils. Les C'est pas écureuils, voilà. Et les écureuils, il avait dit bah non, et du coup, il y a eu un dresseur qui s'est occupé des écureuils pendant 6-8 mois, parce que Tim Burton était en mode non. Non, et après, on va en faire des vrais. Et après, c'est coupé au L'écureuil montage. là-bas, c'est levé haut la patte. C'est moi de ma vie. 300 000 $ de noisettes. Putain. Pauvre écureuil. Et on va finir sur le film Kill Bill. Je pense que tout le monde autour de la table l'a vu, Kill Bill. je Kill crois. Bill. Et dans ce film, il y a une séquence qui est assez connue quand même avec les Crazy 88, je crois que c'est ça. Crazy 88 Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Et donc qui Les est pas- hein, Ouais, voilà. qui viennent du pays que j'ai pas le droit de dire. Ah, même moi, j'ai compris. Qui est connu pour avoir un gros passage en noir et blanc. Ouais. Sais-tu pourquoi? Savez-vous pourquoi il est passé en noir et blanc? Je pense Je savoir. croyais que c'était l'esthétique Non. du film. Parce que voilà, moi je pensais pendant longtemps que c'était parce que c'était une volonté esthétique, et en fait pas du tout, c'est pour la Pour même le raison sang. que Psychose a été fait en noir et blanc alors que de base c'était un tournage couleur. Oh, nice. Donc si tu l'as, à mon avis tu l'as aussi pour Psychose, donc tu peux tenter. C'est pour le jour et la nuit? Non, c'est pas pour le jour et la nuit. Non, moi je pensais que c'était une volonté pour mettre plus de sang et que ça passe Oui. plus les PG-13 Non, ou mais- comme ça. Et bah c'est pour ça. Ah, Ouais, ouais, ça putain. c'est exactement Ah oui, pour ça me ça. titille le cerveau. Ah, ça me. C'est quoi le je vois pas- PG-13? les PG-13 c'est les interdictions. c'est le premier Les censures. le premier comment dire le premier le classement de violence voilà. parce que aux tu veux enfants. être Le moins premier de 17, classement moins d'avertissement qui dit que en dessous de 13 ans, il faut être accompagné d'un adulte. Parce que tu pourrais dire, c'est interdit. Non, c'est même pas interdit, c'est s'il n'y a pas d'accompagnement. Si t'es accompagné, tu peux y aller à 9 ans, tu peux y aller à 6 ans, il n'y a Juste te pas de mettre souci. la main devant les yeux. Public guidance, parental guidance. Je crois que c'est parental guidance. Ouais, ouais. Ouais, t'as PG-13, PG-16 et après c'est... Et X-rated. Mais disons que voilà, dès que t'as un petit peu de violence, maintenant c'est PG-13. C'est, par exemple, Star Wars, c'est PG-13, tu vois. Alors que Ah chez ouais, nous, ok. c'est tout public. Ah bon? C'est ouais. tout public chez nous? Lesquels? Les Les combien? 9, ils sont tout publics. Hein. Ah bon? Ah oui, mais en France, on est quand C'est même violent, beaucoup quand moins même. Tout public, tu pars au début, il y avait que des nerds qui allaient voir. Non mais quand même en France on est moins puritain que les États-Unis. Les États-Unis, mais dès Ah ouais. qu'il y a un coup de poing ou attention mon Dieu ils font l'amour même si c'est sous les draps et tout. Oh non mais PG-13, non, les enfants doivent avoir ça. Quelqu'un de ma famille a été travaillé comme prof aux États-Unis, a voulu montrer les visiteurs. Pour la Oula. scène, la scène de tout début, genre levez votre jupe, Ouais, je veux voir vos chevilles. Ah non, j'ai pas vu assez jusqu'aux genoux. Appel au sexe, on peut pas montrer ça à des collégiens. Mais non. Et Oh c'est- là là. Oui mais c'est comme eux qui avaient trouvé que le film Intouchable c'est un film raciste. Parce que oh là là mon Dieu c'est un blanc qui emploie un noir donc Qui danse. Qui danse. Ouais. Faut pas leur Oui, la montrer scène de du danse, coup, ça leur qu'est-ce aurait qu'on a posé fait au beaucoup bon de Dieu. soucis. Ah ouais, comme c'est disait- pas vrai. Comme disait le Caplin, et après les mecs qui regardent la NBA, ou que des grave. blancs assis qui regardent des noirs jouer au basket, si ça c'est pas raciste. C'est ça. Oui mais c'est ça, c'est que se faire donner des leçons de racisme par les États-Unis, tu fais oh wow, mollo les gars. Ah, hein. ceux qui s'y connaissent mieux en Ah oui racisme. bah c'est vrai que... Non mais surtout qu'on en parlait dans un autre épisode, comme quoi nous on n'a pas les mêmes âges, nous on a moins de 10, on a moins de 12, on a moins de 14, quoique il y a... On a 14 ouais non, je non crois parce que que je crois c'est que 12 moins de et 10 16 ça a été enlevé, je Moins crois 10, que ça me parle pas. c'est Ouais. accord parental maintenant. Attends, Ah c'est ouais. pas 10, 13 et 16? Accord parental, ce que Non, j'aime bien, je c'est que crois pas. tu demandes à ton parent. Tu fais je peux? Oui, j'ai eu l'accord Et là tu te parental. rappelles que quand t'étais enfant, tes parents ils disaient ouais regarde le film, et ils regardaient pas du tout l'âge. Ouais. Mais attends, avant on n'avait même pas d'âge, on avait des symboles. Tu sais, on avait le triangle jaune, le rond bleu, tu vois, on devait comprendre et tout. Faut y Ah faire ouais, il y avait des trucs comme ça? Ouais, avant, en fait, l'accord parental, c'était un rond bleu. Interdit aux moins de 12 ans, c'était un triangle jaune. Ouais. Après, les films érotiques, c'était un truc rose, je sais plus de quelle forme. Et Une petite fleur. C'était X, non? Un truc comme ça? non, ça c'était pour justement les films porno, mais ça c'était moins de 18. Ah. Ok. Et oui, alors pour toutes ces digressions, mais pour en revenir sur Kill Bill, quand c'est passé là, parce que faut savoir que comme en France, avant de sortir un film, on le fait passer par un panel qui va décider de la classification qu'il lui donne, moins 12, moins 14 et tout. Et quand ils ont vu ça, enfin quand le panel a vu ça, ils ont dit bah nous on va le mettre interdit aux moins de 16. Ça c'était un PG-16. Et ce qui a cassé les couilles à Tarantino qui a dit bon sur le monde noir et blanc ça passe. Ils ont dit bah je sais pas, faites-le, il l'a fait et puis après c'est passé. Donc en fait il y avait aucune volonté artistique de vouloir faire en noir et blanc comme pour Psychose. Alors Psychose on était encore avant où la censure était encore plus forte. Donc lui il a dit bon on va pas se faire chier, tout le film va être en noir et blanc, comme ça on pourra pas me dire non mais c'est que pour cette scène tu vois. C'était mon jeu livré pour vous. Bravo. Ah, c'est beau, bravo. Oh là 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 là, je me compare à Jésus. Oh là là.
Tellement mieux que Mathieu. Oui, T'entends Mathieu. J'ai pas dit assez de crasserie parce que j'ai Mathieu, entendu je un te petit remplace peu. indéfiniment. Ah mais oui, mais bien sûr. Enfin. Eh bien, voilà, c'est la fin de notre podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux, c'est Instagram, CBB-du-bas podcast. Tu mets pas si tu veux, hein, vraiment, tu mets Ouais, quand tu veux. tiré du bas ou underscore, hein, c'est tiré du bas, je trouve ça. Oh là là, le vieux boomer. Tiré du 8. Underscore. Le tiré du 8. Tiré du 8 aussi. Je vous rappelle que sur ma page, sur mon compte Instagram qui est Orbi-du-bas série, tu saignes pas trop des oreilles, c'est compliqué. je sors des vidéos à peu près 3 ou 4 fois par semaine en décryptant l'actualité autour des séries. Et sur les toc-toc. Et sur les toc-toc aussi, mais je suis au même nom. Et à bientôt, on va se retrouver peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Ouais, et puis moi aussi j'ai une activité. Ah, ton activité, bah vas-y. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, Mathieu-du-bas, plus du slip. Il n'est pas encore en place, mais on va le mettre bientôt là. Hein, ça va être sympa. Et il y a plein de choses à dire. Et on vous retrouvera dans 2 ou 3 semaines selon la vie. Voilà. Exactement. Le Salut. drama de la vie. Voilà. Salut. Bye. Salut. Armoire et. Ta gueule. Merci.